Vous avez le soleil dans les bagages? Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Non, mais ça va pas, non! C'est moi, là? Mais non! Mais non! Mais non! On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour, hein. Merde! Ah bah, elle est pas jeunée, celle-là, elle a foutu sa maman dans les yeux. Des films et des répliques cultes, des actrices et des acteurs devenus les vedettes des plus gros cartons du box-office. Depuis plus de 30 ans, Le Splendide est la troupe la plus populaire du cinéma français. Le Splendide, c'est 6 personnes avec 6 acteurs, 6 talents, 6 personnalités. Ils ont imposé leur humour, ils ont imposé leur spectacle, leur film, et donc ils ont réussi à créer quelque chose avec le public grâce à ça. On avait un humour et une manière de voir les choses qui plaisait aux gens. Assez goûtu, hein. Ça a du retour. C'était une association d'individualistes et qui a bien fonctionné. On se chambrait, on se critiquait, on s'amusait. On s'amusait. Entourés de ceux qui les ont accompagnés tout au long de leur aventure, pour la première fois à la télévision, ce sont les membres du Splendide eux-mêmes qui vont vous raconter leur histoire. Ce que nous cherchons, ce que nous avons toujours cherché à faire, c'est à faire rire. Ça débouche la chiotte, ça. C'est les faire rire, eux, qui me plaît le plus. Je suis végétarien. Ils me donnent plus la preuve que je suis drôle, je crois, j'ai plus confiance en eux. C'est agaçant, hein. Pourquoi j'ai attaqué? On adorait travailler, on adorait écrire et surtout on adorait rire. Et notre drogue, c'était d'être ensemble, de rire et on était très soudés. Joyeux Noël, fait! Quand on vivait ça, on se disait, dans 30 ans, dans 40 ans, on pourrait écrire « Nous nous sommes tant marrés ». Bien sûr, c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras. Alors? Moi, je leur dis merci. Merci de les avoir rencontrés. C'est comme une chance. Un humour tranchant, Monsieur, j'ai pas retrouvé ma case hier soir. Moi non plus, j'ai pas retrouvé ma femme. un ton irrévérencieux, Mes petits yeux, mes petits cœurs et mes petits culs! parodiant sans détour leurs contemporains et le monde qui les entoure. En l'espace de seulement 3 films, la troupe du Splendide a réussi à créer un mythe qui n'en finit pas de susciter l'engouement du public. Le Splendide, c'est éclat de rire, culte et souvenir évidemment d'enfance, d'adolescence et puis d'âge adulte. Comme c'est talentueux, comme il y a de bonnes répliques, comme c'est drôle, comme on peut s'y reconnaître, ça ne s'arrête pas à ma génération ou à celle de ma fille, ça ira un peu plus loin. Ça fait partie de notre ADN maintenant. Et ce qui est génial, c'est que c'est transgénérationnel. Donc, je sais, ça fera partie de l'ADN de mes enfants aussi. Le rapport qu'a le public aujourd'hui avec ces films-là, moi, me plaît beaucoup. J'en suis incroyablement satisfait, puisqu'on ne pouvait pas le prévoir. On n'était absolument pas conscient qu'on était en train de faire des films ou des pièces qui allaient plaire aux gens 40 ans plus tard. De leur rencontre au milieu des années 60 jusqu'à leur séparation au début des années 80, puis leur retrouvaille 2 décennies plus tard dans le 3e volet des Bronzés, comment cette troupe de jeunes comédiens partis de rien a-t-elle réussi à traverser les années jusqu'à devenir un véritable phénomène générationnel? Je m'excuse. D'anecdotes en secret de tournage, Moi, je skiais depuis à peu près 15 jours, Josiane aussi. Nous, on ne savait pas du tout skier dans l'équipe. Je vois arriver Michel Blanc, le t-shirt arraché, du sang partout, le nez explosé. de confidences en révélations. En sortant, je lui ai dit, on a fait une merde, et la musique est immonde. Il avait les chocottes avant de faire la scène, et puis il s'excusait 15 fois. Des Bronzés au Père Noël est une ordure, voici la folle histoire de la troupe la plus déjantée du cinéma français, Le Splendide. Mai 2005, au large des côtes italiennes sur l'île de Sardaigne. 27 ans après le premier volet de leurs aventures, la troupe du Splendide se retrouve pour tourner Les Bronzés 3. L'envie nous prend de refaire un film ensemble, pas spécialement une suite, mais de refaire un film ensemble. Donc on se voit, on commence à déconner, à chercher des sujets, on part à droite, on part à gauche. Et puis on a commencé à parler d'une suite des Bronzés, et papam, c'est parti vraiment super vite. Ah non, je vais pas passer la nuit là. On va pas me refaire le coup. Pendant 28 ans, le public nous a demandé tous les jours qu'on a fait de refaire un film ensemble. Et à chaque fois qu'on sortait ou un film ou une pièce, les gens nous disaient c'est super, on adore, mais c'est quand le prochain du Splendide, c'est quand? Chaque fois qu'on croisait des gens qui aimaient bien les Bronzés 1 et les Bronzés, on entendait des gens qui disaient pourquoi vous faites pas un 3, quand est-ce que vous faites un 3? Et 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, on nous disait tout le temps pourquoi vous faites pas un 3? Donc il y a un moment donné où on s'est dit, bon, pourquoi pas? Je nage dans le bonheur. En tout cas, tu nages pas dans ton t-shirt. 3 mois de tournage entre l'Italie et la France, un casting de stars et un budget de 35 millions d'euros
À l'occasion de ces retrouvailles tant attendues, la troupe la plus populaire du cinéma français s'en est donnée à cœur joie. C'était un bonheur absolu de se retrouver. On a pu vraiment s'amuser ensemble comme des fous. On a pleuré de rire, comme on n'avait pas ri depuis longtemps. Accroche-toi, Jean-Pierre. Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. Il y a quelque chose d'une invention permanente quand on joue ensemble, tous ensemble. Merci pour la petite chambre. On réinvente sans arrêt et ça c'est très très amusant parce qu'on s'ennuie jamais. On s'est retrouvés 30 ans en arrière, à être là, à dire les mêmes conneries, à être là, à avoir les mêmes vannes ensemble. Mais c'est dégueulasse. Ça part au quart de tour entre nous parce que il y a quelques kilomètres de commun dans les pieds, donc ça revient très vite, quoi. C'est comme le vélo. Le fait de se retrouver tous ensemble, c'était un énorme cadeau du ciel. À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. Prospérité. Jamais dans le cinéma français, on a connu une telle attente sur un film. Jamais. C'est la seule fois où, à partir du moment où ils lancent le projet, le scénario n'est même pas écrit. Ils lancent le projet et ils savent qu'il y a au minimum 8 millions d'entrées assurées. Ça s'est jamais vu. Pour une fois, c'est pas nous qui avons le trac, c'est le public. Les gens, on sent que les gens ont le trac pour nous. Ils disent, mon Dieu, pourvu qu'ils nous aient pas trahis, ce qui leur appartient aussi, puisque quelque part c'est à eux, c'est les bronzés. Mais le fait que le 1 et le 2 soient devenus des films cultes, c'est des choses dont on n'a pas pu se méfier, dont on se doutait pas. Ce qui était marrant quand même, c'est que quand on a fait Les Bronzés, surtout le 1, on était complètement naïfs, insouciants. Comment savoir et imaginer que vous êtes en train de faire un film inusable? C'est pas possible, vous pouvez pas savoir ça. Comment imaginer aussi que ces acteurs-là, ce groupe-là, ils vont tous devenir vedettes. Tout commence en février 1978 avec le tournage en Côte d'Ivoire du premier volet des Aventures des Bronzés. Dans les rôles principaux, les membres de la troupe du Splendide. Une bande de jeunes comédiens alors totalement inconnus du grand public. Il y en avait certains qui avaient commencé à tourner, qui avaient fait des petites apparitions dans certains films, mais on n'était pas du tout connus. Bonjour. Bonjour. Gigi Rally. Sévissant à l'époque sur les scènes des cafés-théâtres parisiens, un an plus tôt, c'est avec une de leurs pièces parodiant un célèbre club de vacances qu'ils ont attiré l'attention d'un producteur, Yves Rousset-Rouard, l'oncle de Christian Clavier. Un soir, ma sœur, donc la mère de Christian Clavier, m'a dit tu devrais aller voir la pièce Amour, coquillage et crustacés, parce que vraiment ça commence à fonctionner. Alors, où t'as passé la nuit? Que j'ai pas trouvé la case. J'étais obligé de passer la nuit avec une femme charmante au sanitaire. Hein. C'était un régal, ça fonctionnait très bien. Donc le lendemain, je leur ai donné rendez-vous, je leur ai dit on fait le film. Alors on appelle ça Mawashigeri coup de pied circulaire parce que c'est un coup de pied qui est circulaire. On se retrouve tous avec des premiers rôles à tourner le film qu'on a écrit. C'est un bonheur. C'était une belle aventure, hein, parce que d'un seul coup, se retrouver avec un producteur qui vous dit écrivez le film, je vous le produis, ça c'est quand même le rêve absolu quand on a 25 ans. C'est quoi vos prénoms? Pour réaliser son tout premier film, la petite bande s'accorde même le luxe d'imposer Patrice Lecomte, un tout jeune metteur en scène avec qui elle s'est liée d'amitié. C'était merveilleux parce que la pièce qui se passait dans un club de vacances, au bord de la mer, et qui se jouait sur une scène de 2 mètres carrés, là, d'un seul coup... Moi, je m'en fous, hein, j'ai tout mon temps, en plus, ça allait m'acheter bonne. Installée pendant 2 mois dans un ancien club de vacances, aménagé pour l'occasion, c'est dans un décor plus vrai que nature que la troupe redonne vie aux personnages qu'elle avait joués sur scène. Des touristes français venus chercher un peu d'amour et d'aventure sous le soleil ivoirien. L'histoire des Bronzés, c'est l'histoire de pas mal de Français à l'époque. C'est, on va en vacances et on va au Club Med, donc on y va ou en couple ou célibataire. Si on est en couple, peut-être qu'on va avoir une aventure en dehors du couple. Si on est célibataire, on veut trouver quelqu'un parmi les Géo ou parmi les GM. Donc c'est une tranche de vie de la société française des années 70 qui va s'éclater le temps d'un été. Pourquoi venez-vous au club? C'est-à-dire que mon mari et moi, on était assez réticents vis-à-vis du club, enfin le côté groupe, tout ça. Et puis de très bons amis à nous, ils sont allés, en sont venus emballer, alors on s'est dit pourquoi pas. Moi j'ai fait une connerie, je suis venu avec ma femme. Les Bronzés, le premier Bronzé, c'est une copie conforme du Club Med de l'époque. On n'a pas rajouté grand-chose. Le Club Méditerranée, des villages de vacances créés au début des années 50 autour d'une idée simple.
faciliter les rencontres entre les touristes. Vie au grand air, activités sportives et tables communes. C'est cet univers que la troupe du Splendide parodiera au théâtre, puis au cinéma. Toute la bande du Splendide, ils ont bossé au Club Med. Alors ni en tant que Géo, ni en tant que GM, mais ils allaient faire des sketchs et donc ils ont à la fois testé leur humour sur place et puis forcément ils ont observé chacun des comportements différents et ont pu les mettre dans des personnages. On avait trouvé un plan super pour avoir des vacances gratis, et comme on n'avait pas de sous du tout à l'époque, c'était d'aller au Club Méditerranée où vous savez, ils invitent des gens pour faire des spectacles et nous on faisait nos sketchs et en échange on avait une semaine de vacances gratos. On jouait une fois, une pièce, et on passait une semaine dans le club. Ou alors, on jouait 2 fois, puis on passait 2 semaines. On a découvert le Club Med, le Club Med classique de l'époque, case, sanitaire en commun, voilà, collier-bar pour payer au bar, voilà, et ça nous a beaucoup inspiré. Alors, la petite hier soir, ça s'est passé comment? Eh ben, je sais pas quelle elle est là. Mais elle aime la bite, hein. Oh, ouais, tiens, là. Salut Popeye. Bonjour. Bonjour maman. Les personnages, ils n'ont pas été tirés de la vie réelle, ils ont été tirés de notre imagination. Mais ce qui leur arrive, pour 80%, c'est des choses qu'on nous avait racontées, qu'on a vues. Par exemple, les géos qui font monter les filles sur les balances pour savoir combien elles pèsent et qui notent le poids. Et à la fin de la saison, ils disent, pardonnez l'expression, mais moi j'ai baisé pour 850 kilos de gonzesse. C'est vrai. Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse. Je me dégoûte des fois, tu sais. Et toi, t'en es à combien? 125, moi. Mais mon vieux, faut y mettre, hein. Attention, une seule fois. On l'a pas inventé, donc on n'inventerait pas une horreur pareille. On l'a entendu. Jean-Claude Duss de Paris. Jean-Claude Duss. Dis donc, je suis embêté, j'ai pas retrouvé ma valise. Comme microcosme, c'est formidable, quoi. Il y a toutes les couches de la société, quoi. Il y a les beaufs, il y a les dragueurs, il y a les névrosés. Qu'est-ce qui se passe? Vous repartez déjà? Non, mais monsieur, j'ai pas retrouvé ma case hier soir. Moi non plus, j'ai pas retrouvé ma femme. J'ai été obligé de passer la nuit avec cette femme charmante au sanitaire. Je précise que je peux être charmante ailleurs que sanitaire. Pour la comédienne Chantal Lobby, qui formera quelques années plus tard la troupe des nuls, aux côtés de Bruno Carrette, Dominique Farrugia et Alain Chabat, l'identification au personnage du film s'est faite naturellement. On a tous un copain qui ressemble à Michel Blanc, on a tous un copain qui ressemble à Thierry Lhermitte, on en a tous un avec le petit maillot de bain de Clavier, on a tous le couple Balasco-Junio dans nos amis, ces couples-là comme ça, on a tous ça dans nos amis. En fait, ça marche parce qu'ils nous ressemblent. Hein. On se moque de nous, quoi. Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme malheur? Rien, moi ça va. Bonjour. Bonjour. Gigi. Gigi, ravie. Bonjour. Jean-Claude Duss de Paris. Bonjour. Bernard, enchanté. Dis donc, je vous ai amené le soleil dans les bagages. Tous les personnages qu'on a joués, même si on jouait des cons, des beaufs, des débiles, on les a toujours défendus, on les a toujours beaucoup aimés. Donc, sans doute, l'identification s'est faite naturellement pour les gens. Heureusement que vous n'avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps. Non, c'est parce qu'elle a dit je vous ai amené le soleil dans les bagages. Alors je dis heureusement que vous n'avez pas compté sur moi, parce que sinon, il fera un sale temps. Comme j'ai paumé mes bagages. Ah ouais, très drôle. Leur personnage à tout, Jean-Claude Duss, Bernard, Nathalie, Popeye, machin, etc. Tous les personnages étaient extrêmement bien dessinés dans la pièce déjà. Donc leurs personnages, ils les connaissaient déjà, ils les avaient déjà joués, beaucoup joués. Enfin, ils savaient qui ils étaient. La force du film, pour moi, c'est l'écriture de ces fameux personnages. C'est d'arriver à faire des personnages qui, évidemment, peuvent être perçus de prime abord comme caricaturales, à grands traits, puisqu'on a en effet le dragueur qui ne fonctionne pas, le beau gosse, le beauf, et à partir de là, à partir de ces figures caricaturales, eh bien d'arriver à en faire de véritables personnages qui, bien sûr, vont nous faire rire et à un moment vont aussi nous toucher. La force des bronzés, une galerie de personnages tous plus attachants les uns que les autres. Parmi eux, celui de Jean-Claude Duss, interprété par Michel Blanc, est l'un de ceux qui marquera le plus les esprits. Ce qui est marrant dans une comédie, c'est des gens qui ne sont pas là où ils devraient être ou qui ne sont pas adaptés au milieu ambiant. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de plus inadapté au milieu ambiant de l'époque du Club Med? Ben, c'est le type qui n'arrive pas à coucher. C'est quoi vos prénoms?
Sa femme a appris notre liaison par le premier shampooineur. C'est un type qui, non seulement couche pas, mais les filles le voient même pas. Et c'est quoi vos prénoms? J'ai été tellement déprimée que j'ai cru que j'aurais pas Parce la que moi force. c'est Jean-Claude, mon prénom. Ouais. Vous allez voir. Il n'est même pas perçu comme un candidat éventuel. Alors on est parti je suis parti sur cette idée-là. Non, mais vous voyez, je les préfère avec 50+. Ensuite, très distingué, Jean-Paul Newman. Et puis surtout, avec les tons légèrement dégarnis. Ah bah alors là, ma chérie, écoute... Les bronzés, il y a un sens de la vanne, mais qui est énorme. Quand on le revoit, on veut entendre les vannes, on veut entendre les répliques. Je les aime grands, exagérément musclés, surtout le cheveu blanc et en brosse. Eh ouais, le nazi, quoi. Il ferait chier de me répondre, c'est des espèces de pétasses. Non, mais ça va pas bien derrière! Il a un malaise, le peignoir? C'est un humour enfantin, moi je trouve que c'est un humour, on se fait rire les uns les autres. On s'amuse à se faire des blagues, à se balancer une vanne, etc. Ce côté un peu court de récré, et ça j'aime bien. Toutes les scènes avec Michel Blanc et celles où ils se retrouvent sur la plage avec des algues tentant plus ou moins, plutôt moins que plus, de lui couvrir le sexe, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Tu vas attraper froid. Ça part au départ d'une ambiance de copains qui ont envie de faire des conneries ensemble. C'était exceptionnel, c'est un souvenir d'un bonheur intense, immense, et d'un marrage, d'un déconnage non-stop. On était assez ingérables ensemble. Ça, mais le comte, il vous dira mieux. Parce que nous diriger tous ensemble, c'est assez difficile. Il faut se dire un truc, c'est que au Splendide, ils sont à la fois très professionnels, très sur le coup, c'est pas des foufous, etc. Ils sont vraiment pros comme c'est pas permis, mais ils sont très déconneurs aussi, quoi. On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour, hein. Je me souviendrai toujours, c'était un dimanche au milieu du tournage, donc le dimanche, jour de repos. Et je vois arriver Michel Blanc, le t-shirt arraché, du sang partout, le nez explosé. Et ça lui dégoulinait partout. Le producteur arrivait, il y avait Patrice, je suis arrivé et je leur ai dit, moi je me tire, je prends le premier avion, je reste pas dans un endroit comme ça. Il m'a cassé la gueule. Dans un état de rage hors du commun et qui me dit, cette espèce de con, il m'a traité, je quitte le tournage, demain je prends l'avion, c'est pas possible, il m'a pété la gueule. Je me dis, mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi tout de suite, égoïstement, je vois, tournage interrompu, Michel Blanc rentre à Paris, qu'est-ce qu'on fait? On est foutus. Ils y ont cru. Mais vraiment, parce que c'était vachement bien fait. Ils m'ont laissé mariner un bon moment, et puis ils sont tous sortis de derrière les buissons, et c'était du maquillage de nez, du faux sang, un t-shirt déchiré, et un numéro qu'ils avaient monté juste pour me... Pas pour me provoquer, mais pour faire une connerie, quoi, voilà. Et ils n'étaient pas avares de ce genre de trucs. Interprète inoubliable du personnage de Christiane, l'esthéticienne venue de province, Dominique Lavalon se rappelle elle aussi de l'ambiance si particulière qui régnait sur le tournage. On était là, tous présents, sur la même plage, voilà, avec un metteur en scène qui rigolait autant que nous. On mélangeait le travail, enfin le jeu, et l'amitié. Il n'y a pas plus merveilleux, quoi, pour moi. C'est bien. Pousse. Du calme, Jean-Claude. C'était un festival de bêtises, d'invention, de créativité, de jeunesse, d'enthousiasme, de tout ça. C'était absolument génial. On a ri comme des fous. On était évidemment sous un ciel des plus cléments. On était... chacun avait, d'une certaine façon, plus ou moins consciemment, ses petites preuves à fournir. On avait des premiers rôles dans un film, c'est la première fois de notre vie. On a tourné en Afrique, on logeait à l'endroit où on tournait. Enfin, c'était vraiment merveilleux, quoi. Mawashi, bien que ce soit un coup de pied circulaire, ça ne se fait pas avec la jambe tendue qui fera un cercle comme ça, vous voyez? Il n'y aura aucune puissance, ça fera une espèce de coup de pied comme ça, par exemple, là, tu vois, là. Il n'y a rien du tout, là, vous voyez? Il n'y a rien du tout, Jean-Claude. Le souvenir, c'est vraiment de pleurer, de rire tous les jours. On sent qu'il y a un plaisir de jouer ensemble, voilà. C'est quand même ça qui est flagrant dans tous leurs films, c'est que on se dit que les fous rires des personnages, c'est leur fou rire à eux. Camaï. Quand on faisait le karaté, bon, forcément, évidemment, j'ai filé un coup sans faire gaffe et il a eu mal. Non, c'est agaçant, hein. Pourquoi j'ai attaqué? Il y a eu sans arrêt des conneries parce qu'on était toujours sur le fil, mais en étant en ayant déjà une connaissance de l'écriture et de l'effet. Quand tu le sens. Tu fais gaffe au coup bas, j'ai pas ma coquille. Quand tu seras en compète, tu diras pas au type en face, j'ai pas ma coquille. Ouais, mais j'ai pas l'intention d'aller jusqu'en compète. T'en sais rien, mon pote.
Des fois, ça va beaucoup plus vite qu'on croit. Tiens, regarde, la preuve. En même pas 2 ans. Quand tu le sens. Tu le sens pas, là? Eh ben, le fais pas, t'as raison. Il y a eu des fous rires mémorables, il y a eu des prises interrompues, il y a eu des conneries, des improvisations, il y a eu des plaisanteries, il y a eu des gags, des choses, des impostures faites en cours de tournage, mais pas du tout pour faire dérailler le film, parce que ça, ils voulaient vraiment que le film avance et avance bien et qu'on soit au mieux du mieux de ce qu'on pouvait faire, mais avec cet esprit de fantaisie, de déconnade, de légèreté. Il y a une générosité, c'est aussi ça qui fait leur succès. Moi, je trouve que c'est un cinéma généreux avec des personnages qui ne le sont pas toujours, mais il y a un bonheur de jouer la comédie. Et ça se transmet à l'écran. Attaque. Non, merde. On n'attaque pas dans le dos. Oh, les mecs. Je vais te perforer le thorax, Jean-Claude, je te retire ta licence. Le tournage a été absolument formidable. Ça a été probablement un des rares tournages où vraiment on avait l'impression d'être en vacances. On habitait dans le décor. Je me souviens que de temps en temps, on ne pouvait pas faire de ski nautique parce que ça faisait du bruit pendant le tournage. Bon, c'était assez sympa, quoi. Mais enfin, c'était une période bizarre. Moi, on n'avait pas l'impression de faire un film, quoi. On n'était pas encore très habitués à ça. C'était plutôt une ambiance détendue, une ambiance festive, surtout. Tout le monde était content de travailler et en même temps de mener une vie de vacances agréable. On a passé 2 mois à énormément s'amuser, à faire énormément de bêtises. Moi, personnellement, j'en ai un souvenir absolument formidable. C'est dans ce même état d'esprit que la petite bande fêtera la sortie du film au cinéma. Embarqué sur un char défilant à travers les rues de Paris, le 22 novembre 1978, l'équipe du Splendide dévoile Les Bronzés, un titre qui, à l'époque, était pourtant loin de faire l'unanimité au sein de la troupe. Les Bronzés, ça nous gonflait, ça, c'est Yves qui avait trouvé ça. Pour nous, les Bronzés, à l'époque, c'était une blague, enfin, c'était une dénomination raciste pour les Arabes, donc ça faisait un peu bizarre. On en avait des titres plus hard, mais qu'on nous a refusés, dans le genre 100 000 gros lards au soleil, ou des trucs comme ça. Bon, alors Les Bronzés, c'était pas terrible, c'est moi qui en ai eu l'idée, mais ils ne me proposaient rien d'autre. Et donc, voilà, faute de mieux, on a dit, ça s'appellera Les Bronzés. Avec le recul, on dit aujourd'hui, c'est super d'avoir appelé le film Les Bronzés, évidemment. Avec un peu plus de 2 millions de spectateurs, le film se classe au 12e rang du box-office français, loin derrière les 5 millions de La Cage aux Folles, sorti la même année, mais à seulement 500 000 entrées de la toute dernière comédie de Louis de Funès, La Zizanie. À l'époque, ce qui cartonne, c'est toujours Le Gendarme, par exemple. On est chez un De Funès plutôt vieillissant, mais qui, parce que c'est De Funès, ça pourrait être De Funès L'île annuaire, ça aurait été plein. Le premier jour, le producteur vient nous dire « c'est dingue, on a fait je ne sais plus combien, 10 000 entrées le premier jour », ce qui, pour des acteurs inconnus du grand public, c'était dingue, quoi. Ça a tout changé parce que ça nous a fait aller vers le cinéma d'une façon évidente, puisqu'à la suite du succès du film, le producteur nous a tout de suite proposé de faire un autre film. C'est pendant le tournage des Bronzés à Signy que j'ai eu l'idée de faire la suite avec Les Bronzés font du ski. Il commençait déjà à nous dire si ça marche, on en fait un autre. Hein. Et nous, non, on va pas faire un deuxième Bronzé, on va faire d'autres choses. On voulait pas, on était contre tout, quoi. On avait envisagé de faire un truc qui s'appelait On a mangé l'hôtesse de l'air, qui racontait l'histoire d'un crash d'avion en montagne, c'est un truc qui a vraiment existé, mais on l'aurait fait évidemment en comédie, où ils sont obligés de bouffer l'hôtesse de l'air pour survivre, et il n'a pas voulu du tout. Alors j'ai dit non, alors là, on s'arrête, pas question, on s'arrête, on fait Les Bronzés à la montagne, Les Bronzés font du ski. On s'est laissé acheter, mais finalement on a bien fait parce que le film est bien. Hiver 1979. À peine le premier volet de leur aventure sorti au cinéma, la troupe du Splendide rempile pour tourner la suite des Bronzés. Après le soleil et les plages de la Côte d'Ivoire, direction la Savoie et ses montagnes enneigées. Franchement, on se marre autant qu'on s'est marré en Côte d'Ivoire. C'est vraiment merveilleux, quoi, le tournage, 3 mois à la montagne. C'était super. Allez, on y va. J'en ai plein les skis, moi. On se retrouve avec une machine plus importante, un film beaucoup plus cher, plus de temps de tournage, un meilleur confort. Et d'ailleurs, le film est beaucoup mieux fait. Objectivement, quand on voit le film, il est mieux réalisé, il est mieux écrit. Il y a un progrès, je dirais, artistique au niveau du résultat. Merci, hein. Puis bonne chance, surtout. Le passage des Bronzés et Bronzés font du ski, c'est que les personnages ont vieilli.
C'est-à-dire qu'ils sont contents de se retrouver. Tout le monde a évolué et puis l'insouciance de l'été n'est pas la même que l'insouciance de l'hiver. Devenus amis depuis leur rencontre au bord de la mer, les personnages se retrouvent au ski dans la station de Val d'Isère. Une semaine de vacances qui va s'avérer riche en péripéties, tant pour les héros du film que pour certains des comédiens de la bande. Moi, je skiais depuis à peu près 15 jours, Josiane aussi. Nous, on ne savait pas du tout skier dans l'équipe. Faire un tournage au ski sans skier, c'est quand même pas mal. Mais je peux pas! Laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Balasco avait dit, il faut que je sois doublé, et sauf que quand on voyait que c'était toujours la doublure de Balasco qui tombait lourdement, donc elle a vraiment chuté, malgré tout, et c'est elle qu'on voit bien tomber quand elle tombe. J'y vais, mais j'ai peur! Ça va vite! Ça va trop vite! Ça va trop vite! Pour moi, il est encore plus réussi parce que il y a encore plus, dont je parlais pour le premier volet, des personnages pathétiques. Chamalou! Bon Nathalie, arrête ton cinéma! Tu vois que j'ai mal! Ils étaient réticents, mais ils avaient tort, parce que ça s'y prête tellement. Je veux dire, c'est réussi au Club Med, parce que c'est un groupe d'amis qui se retrouvent là-bas. Donc, à un moment donné, on va les mettre au ski, on va les mettre au bord de la mer, on va les mettre n'importe où. Voyage dans la Lune, on va se fendre la gueule, parce que les personnages sont là. Ils existent, ils ont de la vanne, on les aime, parce qu'ils sont sympathiques. Donc, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Pour moi, c'est ça, le cinéma. Quand je remettrai son bras en place, je te fais signe. À ce moment-là, sans hésiter, tu la frappes, sèchement. De manière à détourner son attention de la douleur. Très douloureux, hein. Mon frère a eu la même chose, et ben il a jonglé. Tu vois, ça va aller tout seul. Oui, je sais, c'est rien du tout. Ça va aller tout seul, Nathalie. Oui. Mais t'es folle, je t'ai rien dit. Tu m'as dit que t'as fait. C'est une suite de sketchs, et puis il y a un lien qui est finalement assez léger. Mais ce qui est juste, c'est en fait les situations. Et c'est une des raisons pour lesquelles le film se laisse voir 30 ans après. Tu es prêt? Oui. Alors attention. C'est moi là? Mais non! Mais non! Mais non! Mais t'as un monstre! T'as un monstre! T'as un monstre! C'était pour éviter que t'es mal! Eh ben t'as gagné là! Moi, quand je vois le film, je trouve les bronzés font du ski plus abouti, plus accompli, même si les souvenirs du tournage sont moins légers et rigolos. Loin des plages paradisiaques de la Côte d'Ivoire, le tournage s'avère cette fois plus difficile. Pendant plusieurs semaines, l'équipe du film se retrouve confrontée aux aléas d'un tournage en montagne. C'est très difficile de tourner en montagne parce que le temps change tout le temps. La neige, c'est forcément moins rigolo que la Côte d'Ivoire en maillot de bain et en t-shirt. Faut s'en mitoufler. La neige, c'est emmerdant, on a froid, on laisse des traces. Il faisait froid dans la neige et ça, c'était un peu compliqué, mais c'était vraiment bien. Il y avait des scènes où c'était un peu difficile. Des conditions extrêmes auxquelles les comédiens vont tous devoir faire face. À l'image de Michel Blanc lors du tournage de la fameuse scène du télésiège. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. J'en ai un souvenir de douloureux, parce que ça a été une scène horriblement... Il faisait froid, il faisait moins 15. Le problème, c'est qu'on faisait le démarrage, poum, il s'arrêtait. Ça, c'était la prise. Pour la refaire, la prise, je sautais pas du truc, on n'allait pas me chercher. Je montais jusqu'en haut. Je me prenais le vent glacial en pleine figure et je repartais au départ sur toute la longueur. Donc il y avait un quart d'heure de route à chaque fois. Donc j'en ai un. Au moment où Patrice m'a dit « Bon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, tu peux descendre », je peux vous dire, je suis rentré, il devait être 5 h du matin, j'étais comme ça, je me suis couché. J'étais épuisé. C'est pas le souvenir de tournage le plus agréable. Voilà. Comme quoi, pour faire rire, c'est pas tout le temps marrant de faire rire. Un long moment de solitude qui en valait pourtant la chandelle. Plus de 30 ans après, cette scène reste l'une des plus cultes du film. Le télésiège, quand on les voit passer, on imagine tout le temps que ça va s'arrêter, qu'il va être tout seul toute la nuit, en train de chanter Quand te reverrai. Je sais que on chante encore Quand te reverrai-je, Pays merveilleux dans les télésièges, dans toutes les stations de France. Quand reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. C'est marrant parce que c'est un truc que j'ai imaginé, j'ai dit ça serait marrant qu'il se retrouve tout seul coincé sur un télésiège. C'est pas non plus une invention monstrueuse et voilà. Et puis d'un seul coup j'ai eu l'idée qu'il puisse chanter
un truc qui était à l'origine Étoile des Neiges, mais comme les droits étaient trop chers, le producteur n'a pas voulu. Étoile des neiges. Étoile des Neiges, une chanson sentimentale autrichienne adaptée en français et popularisée par Lynn Renaud dans les années 40. Détournée par le chanteur Pierre Bachelet, les nouvelles paroles chantées par Michel Blanc prêteront longtemps à confusion. Ce qui est absolument incroyable, et ça c'est marrant du point de vue du cerveau humain, c'est que bien que ce soit différent, les gens sont persuadés que je chante Étoile des Neiges, alors que je ne le chante pas. C'est pas ce qu'ils entendent. Eh ben ils l'entendent quand même. Quand on reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux. Restez avec nous. Dans quelques instants, une avalanche de rire avec la suite des aventures des bronzés font du ski, mais aussi tous les secrets de la rencontre entre les membres de la troupe du Splendide. A tout de suite. Les sports d'hiver, un thème qui inspirera à l'équipe du Splendide un florilège de scènes et de situations à tourner, au point que la version initiale des bronzés font du ski durait plus de 2 heures. Réduit à 1h20, plusieurs scènes coupées au montage n'ont donc jamais vu le jour. Ça ne fait pas toujours plaisir de mettre au panier des scènes que l'on a tournées et qui ont donc coûté de l'argent, des jours de tournage, mais ce qui compte, c'est l'efficacité. Truc de fou, quoi. Une comédie de 2 heures, c'est improbable. Ils ont coupé, ils ont taillé à la serpe. Alors je sais pas ce qu'on a raté, mais en tout cas, il a eu raison, le film dure 1h20, il fait plus rire que le 1. Je veux dire, il est plus drôle. Je m'excuse. D'essayage de ses bottes, marcher dans la neige, dégringoler, pisser sur une voiture pour ouvrir le truc. Tout ça, c'était des choses dans lesquelles le public pouvait se reconnaître. Et ils ont fait ça en grand public, donc les gens s'engouffrent là-dedans. Ils ont envie, ils sont au cinéma. Ils sont au cinéma avec des gens talentueux et qui les font rire, hurler de rire même. Il y avait quelques scènes quand même. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière. Ah non, 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 je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce type-là? On croit rêver! Le compte a dû se dire, l'heure tourne, l'argent file, le producteur aussi. On a tellement ri entre le boucrou, il y a un petit boucrou, et puis le fil dentaire. Au début, je trouvais pas ça forcément d'une élégance exceptionnelle, mais ça a marché du feu de Dieu, quoi. On a eu des scènes formidables où on s'est marré beaucoup. Enfin, la scène de la fondue, la scène chez les paysans, à la fin, quand ils sont recueillis chez les paysans, moi, ça me coulait là. C'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougne. La fougne? Et c'est quoi qu'il y a dedans, là? Ah, ben ça, c'est fait avec tous les restes de fromage de l'année. Des fous. C'est quoi, les petits trucs blancs, non? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien. Le décor, par exemple, de cette scène-là, quand on va manger la boisson ignoble avec le crapaud, c'est dans un décor vrai, c'est-à-dire qu'on est chez des vrais paysans, des vrais montagnards, avec les vaches qui étaient juste à côté. On était vraiment dans le lieu, quoi. Comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre, et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Ah oui. Déjà, quand vous vous retrouvez dans le vrai décor et que vous imaginez votre personnage là-dedans, les choses sont très évidentes à jouer. Et comme on est lâché, on fait des conneries et on se lance. Et entre nous, on a tellement l'habitude de jouer ensemble, on est tellement habitués à rebondir les uns sur les autres. Quand il y en a un qui tend une chose, l'autre ajoute, etc. À la vôtre, hein? Santé. Merci. Hein. Puis bonne chance, surtout. Quand on rit pas dans une scène, pour nous, quand on riait pas, moi, c'est l'impression que j'en avais, c'est qu'elle fonctionnait pas. Vous voyez, c'est notre public, c'était nous d'abord. Santé. C'est fort. Quand on sait que les scénarios ont été écrits à chaque fois par eux tous ensemble, chacun prenant en charge son propre personnage et donnant des idées aux autres, les autres sont à l'écoute, on construit, on tricote tout ça et à l'arrivée, vous ne pouvez pas dire oui, on ne voit que Jean-Claude Duss ou Popeye est plus important que eux. À aucun moment. Bien fouetté. Ça débouche la chiotte, ça.
c'est pas une boisson pour mauviette. Il n'y a jamais eu de mec qui tirait la couverture, ou alors on la tirait tous. Et donc ça, c'était assez étonnant, quoi, cette espèce de groupe d'individualistes collectifs. Allô? Allô, ici le trapéziste, j'appelle Biche aux Abois. Allô, ici Biche aux Abois, oui, je vous reçois 5 sur 5, allô, oui. Le 22 novembre 1979, un an jour pour jour après la sortie des Bronzés, Les Bronzés font du ski sort au cinéma. Mais avec seulement 1 500 000 entrées, le film est loin de rencontrer le succès attendu. Normalement, une suite, quand c'est censé faire plus. Parce que normalement, ça coûte plus d'argent à produire parce que tout le monde voit ses salaires monter. Donc, le public qui a aimé le premier, il vient en masse, puis on doit conquérir des nouvelles personnes. C'était quasiment une grosse déception parce que le film avait coûté plus cher. Et donc, parce que Euroserva s'était dit, voilà, il y a 5 millions de gens qui vont au sport d'hiver, donc on va faire 5 millions d'entrées. La même année que les Bronzés font du ski, il y a le Gendarme et les Extraterrestres qui fait 6 500 000 entrées. Donc voilà, aujourd'hui, je peux vous dire que si on sortait les deux en salle, c'est évident que le Gendarme avec Louis de Funès ferait au mieux 700 000 entrées et que les Bronzés feraient 8 millions. Vu la qualité des Bronzés font du ski, ça ferait 8 millions. C'est moi là? Mais non! Mais non! Mais non! Mais t'as un monstre! C'était pour éviter que t'es mal. Et ben t'as gagné, là! Ce qui a vraiment fait la notoriété du film, c'est les passages télé, les cassettes vidéo et ensuite les DVD. Il faut bien comprendre que le succès est venu avec les années. C'est comme le bon vin. Voilà. Un bon vin se bonifie avec les années. Les Bronzés, ça s'est bonifié avec les années. Comme ça, par exemple, là, tu vois, là. Y a rien du tout, là, vous voyez. Les Bronzés 1 et 2 sont passés chacun 16 fois à la télévision, en faisant à chaque fois 7 ou 8 ou 9 ou 10 millions de téléspectateurs. Il y a quand même aujourd'hui des gosses qui voient les Bronzés et qui les aiment, et dont les parents se connaissaient même pas quand nous, on a tourné le film. Allez, ferait chier de me répondre, c'est des espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière! Ils ont, sous le comique, apporté une dimension qu'il n'y avait plus dans les films de Louis de Funès, qu'il n'y avait pas dans les films des Charlot, qu'il n'y avait pas toujours dans les films de Pierre Richard. Ils apportent une espèce de magie, et c'est certainement ça qui fait que les films survivent. Le rapport qu'a le public aujourd'hui avec ces films-là, moi, me plaît beaucoup. J'en suis incroyablement satisfait, puisqu'on ne pouvait pas le prévoir. C'est parce que c'est un rapport de connivence avec du plaisir et avec le plaisir de s'amuser. Donc on retrouve avec le goût des gens le plaisir qu'on avait eu à le faire. Les Bronzés, une saga culte qui marquera pourtant à l'époque une première scission au sein de la troupe. Réticent à l'idée de tourner une suite à leurs aventures, Michel Blanc n'a pas participé à l'écriture des Bronzés font du ski. À la sortie du film, il était d'ailleurs loin d'être convaincu du résultat. Quand je suis allé voir le film, je me rappelle avec l'ermite, en sortant, je lui ai dit on a fait une merde et la musique est immonde. Voilà le souvenir que j'en ai. Ce que je ne pense plus maintenant, c'est-à-dire que quand je revois les Bronzés font du ski, je me dis c'est vrai qu'il y a un truc marrant, quoi. Mais j'étais plus dedans. Ça a été certainement peut-être une petite épreuve, certainement une épreuve dans le groupe, de voir qu'il commençait à y avoir peut-être des... C'était pas des dissensions, mais c'était des désirs différents. Les gens commençaient à exprimer, et Michel, je pense en premier, le besoin qu'il avait d'avoir une démarche plus individuelle et plus personnelle. Donc là, il commençait à se jouer quelque chose de différent, mais ça n'a pas empêché qu'on ait fait le film ensemble. Ils sont amis depuis toujours. C'est-à-dire, pour la plupart d'entre eux, depuis le lycée. Ils se sont connus gamins. Ça crée des liens, quoi. Ça crée forcément des liens. Quand vous grandissez ensemble, vous réussissez ensemble, même après, s'il y a des divergences entre eux ou quoi, vous restez amis tout le temps. Enfin, il y a un lien indéfectible, forcément. Le Splendide, une histoire d'amitié née sur les bancs de l'école au milieu des années 60. C'est ici, au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, dans les quartiers huppés de la région parisienne, que l'aventure de la troupe a commencé. On se connaît depuis maintenant, c'est affreux à dire, mais 45 ans. Le premier que je suis rentré, c'est Christian, en 5e. On était au fond. Et on s'amusait beaucoup, je le trouvais extrêmement drôle, on s'est amusés tous les deux. Moi j'imitais un prof d'allemand qui était un peu spécial, lui se pendait à l'arrière avec une cravate pour faire peur à la prof d'anglais. On a commencé à chahuter, on est devenus potes, Christian m'a présenté Thierry, et puis après Michel, et on a commencé à faire les cons, et
Et en fait, ils n'ont pas réussi à nous séparer, puisque 40 ans plus tard, on se voit toujours. Vous vous rendez compte qu'il y a des profs au lycée Pasteur de Neuilly, des profs de géo, de ce que vous voudrez, qui avaient dans leur classe Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Christian Clavier, Gérard Jugnot. C'est dingo, quand même. Comment vous est venue l'idée de faire Gérard avait cette idée de faire du théâtre depuis longtemps et de faire du cinéma, du spectacle, etc. Tu vois. Mais nous, on a suivi un peu. Si Jugnot, vous mettez au coin, vous sortez, s'il vous plaît. C'est-à-dire que Jugnot, il était très déterminé, Voilà. lui, pour en faire. Et nous, on faisait ça comme ça pour s'amuser, parce que c'était plus sympa de faire ça que de faire autre chose à ce moment-là. Inscrits au groupe théâtral du lycée, les 4 amis font ensemble leur premier pas sur scène. C'est pendant la représentation d'une pièce écrite par Michel Blanc que Marie-Anne Chazelle va tomber sous leur charme. Moi, j'étais en face dans un cours de jeunes filles qui s'appelait le cours secondaire. Et on savait qu'il y avait un groupe de garçons qui lui donnaient une pièce qui s'appelait « La concierge est tombée dans l'escalier ». J'y suis allée et j'ai vu là 4 fous furieux qui jouaient des rôles de gens qui peuvent avoir 50 ans. Vous voyez, ils en avaient tout de suite 15 ou 16. Et qui m'ont fait rire, mais aux larmes. J'ai l'impression que Marianne, elle a toujours été dans le coin de la bande. En plus, elle était plus mature que nous, comme toujours les filles sont, hein, à 14-15 ans. Elles sont beaucoup plus matures que les crétins de garçons. Donc voilà, j'ai le souvenir d'elle, mais pas d'une rencontre précise. Hein. On s'est rencontrés par un copain interposé, qui était mon petit ami de l'époque. Et c'est comme ça que j'ai fait leur connaissance. Ce petit ami en question, c'est le réalisateur Charles Nemes, un ancien élève du lycée qui réalisera quelques années plus tard des films comme La Tour Montparnasse Infernale, avec le duo comique Eric et Ramsey, ou encore Le Séminaire, le 2e opus de la série Caméra Café au cinéma. Moi, je rôdais autour du lycée, je n'arrivais pas à me défaire de mon adolescence, sans doute. Et j'imagine qu'ils étaient pour quelque chose, parce qu'ils étaient là, quoi. C'est-à-dire que moi, comme quand j'avais pas de boulot, je me pointais au café qui se trouvait pas loin à l'heure de la sortie des cours, et je les voyais, on faisait des cours ensemble. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Après le nom de l'auteur, le... Splendide. Ça. Qui c'est qui a écrit ça? C'est nous. C'est vous. Bon, Voilà. bah, retournez à votre place. Ça, monsieur. Dès qu'il y avait une connerie à faire, ils étaient là pour la faire. Puis c'est des gens qui avaient de l'esprit, c'est des gens qui incarnaient la marade, quoi, dans le lycée Pasteur. C'était les mecs marrants. C'était les mecs marrants, les mecs qui faisaient des trucs. Et puis c'était une sorte de mini-bande qui était enviable. Est-ce que vous étiez comme ça quand vous étiez au lycée? Non, on était beaucoup plus Vous sournois. passiez le dos d'un... Non, on était beaucoup plus sournois, on le faisait plus discrètement. Ouais. Vous faisiez des farces? Vous faisiez des farces? Oh, ça nous arrivait, oui. Pas des farces, on chahutait, on était des salopios. On était assez dur, en fait. Et on a foutu un vrai bordel dans plein de cours, dans lequel on a refusé l'autorité à des professeurs qui ne nous intéressaient pas. On avait 15 ans, 15 ou 16 ans en 68. Donc les années après, 69, 70, au lycée, c'était n'importe quoi. Donc, être assidu ou pas, ça se voyait pas de toute façon. Donc, C'était très très différent des garçons de leur époque. Ils étaient assez sauvages, ils étaient entre eux, ils étaient habillés comme des semi-clodos, ils avaient la Clarks, Virgin Milray, ils s'en foutaient complètement. J'avais trouvé ça extraordinaire de rencontrer des gens qui étaient comme ça. Parce qu'il y avait à la fois une amitié très forte entre eux et en même temps une vitalité et une liberté dans l'expression de ce qu'ils avaient envie de faire, quoi. Ils voulaient faire du cinéma, ils voulaient être acteurs, ils voulaient... Alors le plus motivé, c'était Jugnot. Moi, j'étais très très timide et en fait, c'est moi qui les ai un peu attirés parce qu'ils voulaient pas forcément faire ce métier. Et moi, j'avais les jetons de le faire tout seul, donc j'ai attendu, puis je les ai poussés, je les ai pas obligés, mais venez, allez, vous savez, le côté, allez, on y va, ouais, il n'y avait personne, allez. Parce que tout seul, je me sentais un peu perdu. Emmené par Gérard Jugnot, la petite bande décide alors de se former au métier de comédien. Après avoir suivi différents cours, il se retrouve à celui dispensé par Tsila Shelton, une référence dans le monde du théâtre contemporain. nous, connaissant rien ni personne, on n'avait personne dans ce métier, personne ne connaissait ne savait spécialement par où rentrer dans ce truc-là, donc on est allé au cours de Tsila Shelton. Plus connue du grand public pour son rôle inoubliable de grande tante caractérielle dans le film culte d'Étienne Châtillaise, Tati Daniel, c'est avec une méthode parfois surprenante qu'elle formera les futurs membres de la troupe du Splendide. On travaillait des heures,
en faisant la vaisselle, en faisant le ménage, en faisant plein d'autres choses. Et elle nous a vraiment débloqués tous. On travaillait chez elle, dans son appartement. Michel jouait du piano. Quand on faisait les sermons de Bossuet, Thierry arrivait avec un balai et la serpillière dessus. Enfin, c'était un happening permanent, une folie totale. Et elle nous a donné des cours comme ça pendant 3 ans. Un apprentissage atypique qui forgera leur tempérament de comédien et que Thierry Lhermitte, Christian Clavier et Gérard Jugnot seront les premiers à expérimenter. Tous les 3, ils écrivent « Non, Georges, pas ici », puis « Je vais craquer ». 2 premiers spectacles de sketch qu'ils jouent alors sur de petites scènes parisiennes. Moi, à cette époque-là, je ne jouais pas encore. J'étais toujours à Nanterre en train de passer mes examens. Par contre, j'ai fait la régie en souhaitant ardemment que la fille qui jouait le rôle avec eux, puis il y avait une fille, se casse la gueule dans l'escalier ou soit écrasée derrière dans la rue par un bus, bref. Les choses ont évolué de telle sorte que la jeune fille qui jouait avec eux n'est pas restée et ils m'ont proposé de reprendre le rôle. Tiraillé à l'époque entre 2 passions, Michel Blanc lui aussi ne tardera pas à les rejoindre. Il y a un moment où je me suis posé les grosses questions parce que d'abord j'adorais la musique classique et ça m'a perturbé beaucoup parce que j'aimais pas moins le théâtre. Mais vous savez, c'était comme une rencontre d'un seul coup qui vous prend entièrement. Donc j'ai hésité. Quand on hésite, on se dit je vais faire ni l'un ni l'autre, finalement. Donc je suis allé en fac en me disant je serai prof de lettres ou je sais pas, on verra. Et puis quand même ça m'a repris et puis j'ai vu mes copains, eux, commencer à jouer des petits spectacles de café-théâtre. On se voyait, j'allais les voir le soir évidemment. Et ça m'a fait réfléchir, je me suis dit non, ta place c'est là. À l'époque, c'est leur rencontre avec le Café de la Gare, une troupe de jeunes comédiens bien connus du milieu des cafés-théâtres parisiens, qui va leur donner l'idée de fonder leur propre salle de spectacle. Il y a le Café de la Gare, eux, c'est le canal historique, c'est les premiers. Voilà, Romain Bouteille, Coluche, Miu Miu, Patrick Devers. Là, ça, c'est le début, c'est le Café de la Gare. Il y en a plein d'autres, mais dans ceux qu'on exposé, évidemment, c'est le Café de la Gare, on s'en souvient, et le Splendide. Le côté café-théâtre, Romain Bouteille et compagnie, c'était des potes qui allaient faire des spectacles ensemble. Donc il y avait un côté plus accessible à tout le monde. Ils nous ont dit, mais pourquoi vous faites pas comme nous? Et c'est là où on s'est dit, dans le fond, on est bien con. Pourquoi est-ce qu'on crée pas un lieu à nous où on va pouvoir jouer et monter nos pièces? Ce qui est assez amusant, c'est que le Café de la Gare vont tous réussir indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire que Coluche va faire une carrière solo, Devers solo, Miu Miu solo. Tous, voilà. Ils vont tous réussir, mais dans leur coin. Alors que le Splendide, ça va être un succès de bande, un succès de copains. Ils vont gravir tous les échelons du succès ensemble. Au début de l'année 1974, la bande s'installe en plein cœur du quartier Montparnasse, en face du vrai chic parisien, le théâtre fondé à l'époque par Coluche, après son départ du Café de la Gare. Aménagé dans les locaux d'une ancienne pizzeria, c'est ici que le Splendide est né. On a cherché, on s'est dit comment on va appeler le lieu, et puis on pensait à ces petits hôtels, vous savez, qu'on trouve, ces petits restos qu'on trouve dans toute la France. Dans toute la France, il y a chez les amis, partout il y a un Splendide. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de s'appeler le Splendide. L'avantage d'avoir un lieu, c'est qu'on était les patrons. Ça, c'est Bouteille qui avait lancé ça. Il partait du principe que vous faites les travaux, vous êtes chez vous, les gens viennent, vous êtes légitimement les propriétaires et les acteurs. C'était vraiment post-68 art, hein, c'est-à-dire vraiment c'est le truc de groupe. Moi qui me convenait tout à fait, qui nous convenait tous à ce moment-là, parce qu'on était heureux d'écrire ensemble, d'écrire des sketchs, de faire rire. Et c'est là où on a fait notre premier spectacle, qui s'appelait donc Ma tête est malade, qui était une série de sketchs. Ma tête est malade, ma tête est malade, ma tête est malade. À l'époque, Valérie Mérès, la petite amie de Thierry Lhermitte, fait elle aussi partie de l'aventure. Même s'ils ne sont que locataires du lieu, ils sont enfin chez eux. Ça permet de jouer comme on veut, les rôles qu'on veut, tous les soirs. On s'écrit sur mesure des trucs qui nous permettent de jouer qu'on ne jouerait pas ailleurs, à la limite même. Surtout, personne ne voulait de nous. C'était quand même, il faut prendre les choses dans ce sens-là. On écrivait nos pièces parce qu'on ne nous proposait pas de rôle au théâtre, on ne nous proposait pas de rôle au cinéma. C'est dit, on va écrire ensemble et produire nos spectacles parce que c'est comme ça qu'on va se donner du travail plutôt que d'en attendre. Alors des fois, il y avait 3 personnes, mais on était acteurs. Donc ça fait que quand on allait faire des essais pour une pub, pour une voix de radio, pour un jour de tournage ou 3 jours, on était plutôt... on avait la pêche parce qu'on jouait. Qu'est-ce que vous faites? Je joue. Un acteur qui joue pas, c'est pas bon, quoi. Entrez, mes doux seigneurs, vous êtes ici chez vous. Jouer, être acteur,
Une passion qui va amener les membres de la troupe à multiplier les expériences les plus insolites. À l'image de Gérard Jugnot dans cette publicité pour une marque de bière. On a fait avec ce qu'on avait, quoi. On connaissait pas beaucoup de monde, les gens ne nous connaissaient pas. Le but, c'était de devenir des acteurs et de faire de plus en plus de choses. C'est ce qu'on a fait, on a du pot. Tu sais que la concierge ne veut plus monter le courrier? Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va la mettre au 10e étage. Comme ça, elle le descendra. Ça n'a ni queue ni tête, ton histoire, là. Le Sori, un délicieux petit poisson sans queue ni tête pour moins de 4 francs. La publicité. Un passage obligé pour les jeunes comédiens du Splendide qui feront alors aussi pour certains d'entre eux leurs premières apparitions au cinéma dans des films comme Les Valseuses aux côtés de Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. Ou encore Que la fête commence aux côtés des grandes vedettes de l'époque comme Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel et Philippe Noiret. Moi, j'ai dû faire, je sais pas, une quinzaine de films où j'avais une journée, 2 jours. J'arrivais avec ma boîte à outils, j'essayais de faire une petite connerie, qu'on me repère. J'avais la moustache, donc je travaillais plus, parce que je faisais plus vieux que mon âge, tout ça. On les voit un petit peu à gauche, à droite, mais eux, ils veulent très vite faire leur film. Ils veulent être auteurs et acteurs. Et ça, c'est très important parce que quand ils sont auteurs, ils veulent être auteurs ensemble. J'ai une chiasse. Bon, attendez les filles, je vais vous aider, moi. Totalement inédit à la télévision, nous avons retrouvé un document exceptionnel datant du milieu des années 70. Le tout premier court-métrage de la troupe du Splendide. Mais les cons, quoi. Réalisé par leur ami Charles Nemes, ce film d'une 12aine de minutes, intitulé Un bol d'air, raconte l'histoire d'une bande d'amis réunis lors d'un pique-nique à la campagne. C'est la toute première fois qu'on peut voir les futurs bronzés apparaître ensemble. Et les mecs! Oh, merde, mon dos, quoi! Oh! C'était une écriture de groupe parce qu'on écrivait, ou ils écrivaient pour tout le monde. Donc il fallait donner des rôles à tout le monde, il fallait que les rôles de tout le monde soient intéressants. Donc c'était une espèce d'écriture distributive. Tout ça n'était absolument pas abouti, c'était vraiment des balbutiements très sympas de potache. Des rôles sur mesure. Est-ce que quelqu'un reveut de la Macédoine? Un humour potache. Chat. Mais quoi, chat? Eh ben, chat. Non, mais ça va pas. Dans ce court-métrage, la bande du Splendide laisse déjà entrevoir ce qui fera son succès quelques années plus tard. Et puis quand je t'emmerde, tu m'énerves, tu m'énerves! Ah, tu con, merde, mon dos! Mais pour l'heure, c'est au théâtre que la troupe commence à faire parler d'elle. Au fil des représentations, sa pièce « Ma tête est malade » fait salle comble. Les gens commençaient à venir parce qu'on était devenus potes avec les gens de Charlie Hebdo, qui avaient beaucoup aimé nos spectacles et qui envoyaient du monde en faisant des critiques dans leur journal en disant allez les voir, ils sont sympas, ils sont jeunes, tout ça. Donc devant l'énorme succès que nous rencontrions, on s'est dit on va s'agrandir, on va chercher un autre lieu. Au milieu de l'année 1976, le Splendide déménage et s'installe rue des Lombards, en plein cœur du quartier de Beaubourg. Désormais propriétaires, cette fois ce sont les locaux d'une ancienne mûrisserie de bananes qu'ils vont transformer en salle de café-théâtre. Là, ça a été une grande aventure parce que pendant 9 mois, on a fait des travaux énormes. On a emprunté des sous. C'était un souvenir. Du coup, je ne peux même plus planter un clou dans un mur. Comme disait Jugnot, j'avais 2 mains gauches, donc c'était compliqué pour moi de faire ces travaux. C'était en même temps une époque extraordinaire. Il y en a qui vous diront qu'ils ont détesté ça parce qu'ils vraiment ils n'aimaient pas le ciment et le béton. Mais moi, c'est de la grosse rigolade. J'ai que des bons souvenirs de ça, moi, franchement. Alors j'ai fait ce genre d'ouvrage, vous voyez, qui est de la menuiserie très bien faite, avec tenon, mortaise, et puis vissé à la parisienne, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on prend la vis, et puis comme on n'arrive pas à la visser jusqu'au bout, on tape avec un marteau. Eh ben moi, on m'a demandé, on m'a confié une tâche assez importante, avec une grosse responsabilité, c'était de repeindre les cabinets. Enfin de peindre, mais pas de repeindre, de peindre. Alors j'ai peint tout, pas ça, hein, parce que c'est pas moi, j'ai peint tout le rose. Josiane Balasco, la pièce manquante du Splendide. Après le départ de Valérie Mérès, embarquée vers une carrière prometteuse au cinéma, c'est à cette jeune comédienne avec qui elle s'est liée d'amitié que la troupe va proposer de la rejoindre. La différence de Josie, c'est que elle existait avant le Splendide en tant que one-woman show, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'elle avait déjà commencé une carrière, une individualité. J'ai eu une période d'essai de 2-3 mois. Stagiaire, donc? Stagiaire, j'ai été acceptée parce qu'ils ont dit bon, elle va sans doute progresser. On l'avait trouvé absolument sensationnel et donc on lui avait proposé, on a dit Josie, écoute, on a besoin d'une autre fille dans la troupe, est-ce que tu veux venir? Et c'est comme ça que Josiane est arrivée avec Bruno, puisque c'était son copain à l'époque.
Bruno Moineau, l'inoubliable Gilbert des Bronzés. Membre du Splendide à part entière, c'est lui qui interprétera par la suite le rôle culte de Monsieur Preskovic, le voisin très encombrant du Père Noël est une ordure. J'ai rencontré Josiane et c'est Josiane qui m'a fait rencontrer les gens du Splendide. Au départ, ils m'ont proposé de les aider à faire les travaux, c'était ça le deal. On avait tous à peu près le même âge, 24-25 ans, on s'est bien entendu et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Désormais au complet, au début de l'année 1977, la troupe du Splendide présente Amour, coquillages et crustacés, la pièce qui inspirera bientôt l'adaptation au cinéma du premier volet des Bronzés. C'est la première pièce qui a vraiment bien marché, parce qu'on avait monté, rue des Lombards, une première pièce qui s'appelait Le Potter contre le pot de vin, qui avait marché très moyennement, et quand on a démarré Amour, coquillage et crustacés, là, c'est parti. Caricaturant les touristes et les animateurs des clubs de vacances, chaque soir, les membres du Splendide font mouche dans les rôles principaux. Gigi, salut, moi c'est Bernard. Christiane et Sébastien, Gigi. À leur côté, une galerie de personnages secondaires tout aussi loufoques, interprétés au fil des représentations par des comédiennes comme Dominique Lavanant ou Claire Nadeau. C'était plein tout le temps, quoi. C'était plein tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était formidable, il y avait foule tous les soirs, les gens riaient, on s'amusait. Ça s'appelait jouer et on jouait. Non, j'irais bien avec vous, mais enfin il faut que je retrouve ma valise quand même alors. On a qu'à venir, on va passer par le port, j'en ai vu une qui flottait. Les gens étaient chauds, quoi. Les gens arrivaient conquis d'avance, ça se terminait avec des rappels, etc. J'ai souvenir de ça, une espèce de truc très très effervescent. Je rirais volontiers avec vous, mais enfin il se trouve quand même que j'ai dedans un Nikon à 350 000. Le lieu lui-même était quand même très très mal foutu, mais ça marchait à fond. Moi, ce que je trouvais épatant, c'est que la scène était peinte au ripolin couleur sable, et qu'il y avait des gens assis en maillot, et qu'on finissait par acheter l'idée qu'on était à la plage. C'était assez étrange de jouer en plein décembre, de jouer des mecs au bord de la mer, quoi. Et c'était assez rigolo, quoi. Après l'adaptation d'Amour, coquillages et crustacés au cinéma dans Les Bronzés, c'est sur cette même scène que se jouera une autre pièce qui allait bientôt marquer l'apogée du talent du Splendide, Le Père Noël est une ordure. Imaginé juste avant le tournage des Bronzés font du ski, Michel Blanc sera le seul à ne pas participer à son écriture. Au départ, pendant 8 jours, le concept de base, on l'a travaillé ensemble, puis au bout de 8 jours, j'ai dit non. Non pas que j'ai pas trouvé ça bien, mais je voulais voler de mes propres ailes. Avec le recul, c'est ce qui a été de mieux. Donc en fait, j'ai fait une connerie en disant non, ça, je pars pas dans cette aventure. Octobre 1979, la troupe du Splendide entame sur scène les premières représentations du Père Noël est une ordure, l'histoire de bénévoles venant en aide aux personnes en détresse qui, un soir de réveillon de Noël, vont se retrouver dépassés par les irruptions impromptues de cas sociaux et de marginaux totalement déjantés. Ça suffit! Vous êtes un garçon charmant, certainement plein de qualités! Bon alors c'est grotesque, lâchez ce jouet! Et alors méfiez-vous, ça n'est pas un jouet! Par rapport aux Bronzés font du ski, le décalage du Père Noël, je pensais que ça intéresserait personne, que personne ne percuterait. Et le jour de la première, on est scié de voir les gens rire à la première réplique jusqu'à la dernière et de choper cet humour super particulier, quoi. Vous avez encore fait une bêtise, Pierre. Votre beau manteau, Pierre, qu'en avez-vous fait? Eh ben oui. Mais c'est Noël, Thérèse, je l'ai partagé avec un malheureux. Vous savez, j'ai pas besoin d'un manteau entier, Thérèse, c'est réversible. Alors un coup à gauche, hop, un coup à droite, et puis voilà. On parle quand même de suicide, on parle d'une nuit de Noël où les gens vont se suicider. C'est absolument terrible. On parle aussi de gens qui sont au chômage, de gens qui frappent leurs femmes. Chaque sujet pourrait faire un drame. Chacun des personnages pourrait être le héros d'un drame à ce moment-là. Des personnages tous plus grotesques les uns que les autres. Celui de Pierre Mortez, un bénévole débordant de bonnes intentions. Je me rends compte là que malheureusement, je vous ai moins bien réussi que le pauvre, quoi. Félix, un Père Noël d'occasion quelque peu tourmenté. Ouais, ça va bien, Joseph? Si tu veux pas de moi, on dégoûte pas les autres. Monsieur Preskovic, un voisin adepte de recettes de cuisine très personnelles. Vous n'en prenez pas, monsieur Mortel. Non.
Si. Ou encore Katia, un travesti esselé et sans gêne. Qu'est-ce que c'est que ça, Zizette épouse X? Tout aussi emblématique, le personnage de Josette, dit Zézette, la malheureuse compagne du Père Noël. Josette nous avait été inspirée par une dame qui habitait rue de Bretagne, je crois, et qui gagnait sa vie en ramenant des bouteilles de verre au magasin de boissons. Donc c'était une clocharde, c'était une dame qui vivait dans la rue, qui avait son caddie comme ça, et on avait vu cette femme-là et on s'était inspiré d'elle. Fais voir ce que ça va donner, non? Ah, tu vas voir. Oui, c'est mignon. Ça, c'est Josette. Je peux pas leur dire qu'elle a ça dans la bouche, c'est parce qu'elle vient à quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, c'est formidable. Comme j'avais du mal pour arriver à trouver la façon de parler, je me suis dit, tiens, je vais aller voir mon dentiste et je vais lui demander de me mettre des dents. Et il m'a mis des dents, et puis du moment où j'ai eu les dents, ça y est, j'ai trouvé le personnage. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Hein. Mais évidemment, ça dépasse. C'est ce que vous dites depuis une heure. Je suis pas plus bête qu'une autre, quand même. Oh. Alors qu'elle avait participé à l'écriture de la pièce, Josiane Balasco sera avec Michel Blanc, l'autre grande absente de l'aventure du Père Noël est une ordure au théâtre. Partie tournée au cinéma, Les hommes préfèrent les grosses, l'adaptation de sa pièce Bunny's Bar, c'est finalement la comédienne Anémone qui interprétera le rôle de Thérèse, une autre bénévole de l'association. C'est Chouchou que je veux par la laide. Mais je vous en prie. Figurez-vous que Thérèse n'a peut-être pas un physique facile, mais elle n'est pas laide. Voilà. Et en plus, elle est très très intelligente. Elle a fait l'école d'assistante sociale. Vas-y, Il y a toujours eu quand même l'esprit de oui, on est ensemble, et pour rester ensemble, il faut à la fois qu'on puisse être libre à un moment de pouvoir partir 3 mois, 2 mois ou 2 semaines, et faire venir à un moment du sang neuf. Depuis le début, ça fonctionnait comme ça. Dès que quelqu'un avait autre chose ailleurs, il allait, il revenait, éventuellement on le remplaçait. Il y avait toujours un qui tournait, donc on se changeait. La première du Père Noël, par exemple, c'était Roland Giraud, qui jouait le rôle de clavier. Junior voulait qu'il fasse Katia, mais il voulait pas se couper la moustache à cette époque-là, donc c'était juste pas possible de faire Katia avec une moustache. Moi. Mais d'imaginer un travesti avec le physique de Junior, ça nous explosait et je pense que c'est un regret général. Alors, vous êtes content? Vous avez encore un tabac ce soir? Combien? Alors, 45 de plus qu'hier. Du jour au lendemain, c'était plein comme un œuf, on savait plus où mettre les gens, etc. Donc il y avait un truc qui s'était passé, quoi. Le Père Noël est une ordure, un déferlement d'humour noir qui va faire mouche auprès du public. Victime de son succès, la troupe part jouer la pièce dans un théâtre plus grand, celui de la Gaîté Montparnasse. Face à 400 spectateurs, là encore la pièce fait salle comble. Un triomphe qui va une nouvelle fois inspirer le producteur des Bronzés, Yves Rousset-Rouard. Ça avait un succès absolument incroyable. Et là, je me suis dit, il faut absolument faire le film. Et je leur ai dit, bon, je crois qu'il va falloir se lancer dans cette production. Ne zappez pas, juste après la pub, retrouvez la suite de la folle histoire du Splendide, avec les scènes et les répliques cultes du Père Noël est une ordure. Sans oublier Papy fait de la résistance, et bien sûr, le retour des Bronzés. Rendez-vous dans quelques instants sur D8. Après une tournée à travers toute la France, en 1982, la troupe du Splendide se lance dans l'adaptation du Père Noël est une ordure au cinéma. Pour son 3e film, la bande s'entoure cette fois-ci d'un nouveau réalisateur, Jean-Marie Poiret. Encore inconnu du grand public, c'est avec lui que Christian Clavier réalisera par la suite une grande partie de ses plus grands succès au cinéma, comme Les Visiteurs. Je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir en tout ça. Moi, je suis uniquement une personne dépressive de passage, à la bout du rouleau, de dire je vais m'en aller. Ta gueule, Miss Monde, tu vois, je pas sur rester là. Oui, mais là, c'est un film. Enfin, c'est le Père Noël est une ordure, le film. C'est beaucoup plus spectaculaire. On a fait exploser complètement l'anecdote parce qu'évidemment, le théâtre, c'est un petit peu limité. C'est un fond, là, c'est un appartement gigantesque. Je crois que personne ne pourra reconnaître la pièce, si ce n'est l'esprit et la drôlerie de la pièce. Joyeux Noël, Pierre. Ah, c'est pour moi? Oh, écoutez, Thérèse, merci beaucoup. Il fallait pas, vraiment. Ah non, voilà. Oh, écoutez. J'espère que ça vous plaira, c'est dur avec vous, vous avez tout. Oh non, écoutez, Thérèse, rien que d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable. C'est le film, je pense, qui a apporté le succès au Père Noël est une ordure. Parce que la pièce de théâtre, c'était resté un peu quelque chose de plus fermé. Mais le film a fait exploser le grand public. Donc d'un seul coup, tout le monde s'est emparé de ça et de ses répliques. Ça n'arrête pas, la serpillère, le gilet, voilà. Oh, une serpillère. Non, voilà, c'est un gilet. Ah oui, il y a des trous pour mettre les bras, oui. Oh.
Oh. Ah. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah ben alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi. Dans le Père Noël, c'est la densité de bêtises qu'il y a. Il n'y a pas une réplique normale. Tout est décalé dans la manière de le dire, dans la situation. C'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. Il y avait tellement de choses drôles, une telle quantité, aussi bien dans le dialogue que dans le jeu, que dans le décor, que dans les détails. Il y a toujours beaucoup de choses à choper, à regarder, à remarquer. C'est cela, oui. C'est cela, moi je l'avais inspiré d'un agent de l'époque qui disait c'est cela. Je tourne demain ou c'est cela, oui. Alors, ça laisse perplexe. C'est cela, oui. Alors qu'elle n'avait pas de personnage attitré dans la pièce, pour le film, Josiane Balasco s'est vue créer un rôle sur mesure. Celui de Madame Musquin, une bénévole de l'association embarquée malgré elle dans la folie de cette nuit de Noël pas comme les autres. Poussez-vous là! Ouvrez cette porte! T'entends ce qu'on dit, Josette? Josette, ouvrez! Attendez, c'est mieux là. Non, mais ça va pas, vous! La particularité du film, c'est sa méchanceté. C'est une méchanceté absolument incroyable. Ce qui est fou, c'est que si quelqu'un faisait ce film-là aujourd'hui, jamais il serait diffusé à 20h50 à la télévision française. Ça part d'un mec qui veut se suicider, qui bat sa femme qui est enceinte, qui se balade avec son caddie, qui sont des voleurs. Et là, le film est tellement méchant. Mais alors là, les bronzés à côté, c'est une bluette, hein. Là, ils y vont vraiment très très fort. Grosse pas de cul! Je reviendrai jamais au taudis à René! Tu vas venir préparer la bouffe pour le réveillon! Je vais t'étrangler, je sais! Tu vas te calmer! Mais enfin, lâchez ça! Il y a quand même une puissance comique absolument phénoménale. Il y a des running gags d'une puissance démente. Alors Félix, sortez immédiatement! Oui, s'il vous plaît, soyez gentil de sortir parce que ça commence à devenir gênant maintenant, hein? Oh, excusez-nous, Mme Musquin, on est confus, là, je suis Oui, désolé. sortons! Allez. Pardon, Marie. À l'époque, ce qui est intéressant, c'est qu'on montre des pauvres qui sont des salauds, mais on montre aussi pourquoi ils le sont. On montre aussi pourquoi c'est des abrutis. Les pauvres sont méchants, mais on en rigole. C'est comme battre! Mais c'est normal, ça. Quand elle fait des bêtises, je la corrige, c'est l'amour. T'es pas en sucre, non? Mais l'écoutez pas, monsieur Dame, il me manque comme un arracheur de dents. Tiens, l'autre fois chez Roger, il a voulu me faire passer par la vue d'ordure. Il voulait me creuser les cheveux avec le fer à souder. Mais c'est très dangereux, ça, Félix. Bon, monsieur, ça n'est pas l'armée du salut, sortez! Non, mais c'est les querelles d'amoureux, ça. Vous êtes mariés, vous êtes jamais disputés avec votre femme, vous? Oui, mais jamais à coup de fer à souder. On comprend très très bien que cette pauvre fille avec son gros ventre, elle n'est pas allée à l'école, elle a dû se faire tabasser, elle comprend rien à rien. C'est un personnage atroce, un personnage horriblement antipathique, mais un personnage qu'on prend immédiatement en sympathie. Ce matin encore, on était dans les bras l'un dans l'autre, à roucouler comme deux pigeons qui s'aiment d'amour-temps, alors vraiment. Félix, joyeux Noël fait! Mais Josette, tu ne te rends pas compte, tu aurais pu lui faire mal? Eh ben tant pire! On part de stéréotypes et de nouveau, on tord tout ça pour arriver à ce qu'à la fin, il y ait quelque chose qui soit toujours aussi méchant, mais malgré tout, qui ait créé une empathie. Des personnages caricaturaux et poussés à l'extrême comme celui de Katia, le travesti joué par Christian Clavier et immortalisé dans le film par plusieurs scènes d'anthologie. Celle dans laquelle il danse avec Thierry Lhermitte sur la chanson de Guy Marchand, Destinée, reste encore pour les deux acteurs l'un de leurs souvenirs les plus mémorables du tournage. Jean-Marie avait une écharpe dans la bouche pour ne pas rire. Tous les techniciens étaient en dehors du plateau pour ne pas rire. On avait fou rire non-stop. C'était fou rire très difficile. Parce que ça doit se jouer avec beaucoup de vérité, avec beaucoup de cœur, quoi. Enfin, beaucoup de gêne pour Pierre Mortez et beaucoup de séduction pour Katia. Et voilà, mettre ces deux personnages extrêmement improbables en train de danser sur Guy Marchand dans une pièce. Au revoir, Pierre. Non, monsieur, tout n'est pas tout noir dans la vie, non. Et merci pour tout ce bonheur. Il y a beaucoup de gris! Mais arrêtez de hurler! Mais non, je ne hurle pas, monsieur. Pierre, je m'excuse, mais votre ami pleure dans l'entrée. Mais enfin, mais ça n'est pas mon ami, Thérèse. Oh, mais Pierre, vous avez le droit d'avoir les amis que vous voulez. Une amie, mais je ne suis l'ami de personne, c'est à ma raison.
Le personnage de Katia, c'est une personne qui est extrêmement amusante parce vous lui dites bonjour, il est vexé, elle est vexée, donc ça c'était pas tant. C'est irrésistiblement drôle. Vous ne voyez rien. Vous êtes myope des yeux, myope du cœur et myope du cul. Le personnage que joue Clavier est absolument grotesque, est absolument ridicule, est absolument outré, totalement délirant, totalement comédia dell'arte, mais totalement humain. Parce que c'est toujours pareil, hein, ça, quand on n'est pas une grande connasse à mai 75, avec des seins comme des obus, alors on n'est rien, on n'est que moche. Bah oui, bah moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et je suis un pot à tabac, mais je réclame le droit de vivre, voilà. Merde. Ah bah elle est pas jeunée celle-là, elle a foutu sa moumoute dans les huîtres. Moi, je trouve que c'est celui qui a le mieux vieilli. Il est encore complètement d'actualité et ça fonctionne bien. Il y a des gens qui n'étaient pas nés, même des gens qui ont 18, 19 ans aujourd'hui et qui connaissent toutes les répliques. C'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux en tant que groupe. Alors, resteront davantage les bronzés, peut-être, parce que ces films-là sont plus populaires, mais Le Père Noël est une ordure, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Sorti le 25 août 1982, avec près d'1 600 000 entrées, le film se classe seulement à la 22e place du box-office français de l'année. Une déception, en partie due à son aspect provocateur et aux difficultés rencontrées au moment de sa promotion. Les gens étaient quand même un petit peu sur leur garde. Le Père Noël, c'est quand même un personnage un peu sacré. Au point qu'un exploitant de salle avait, sur l'affiche du Père Noël est une ordure, qui était plutôt gentil, il avait rajouté au marqueur « pas le vrai ». À certains endroits, on refuse de donner le titre sur les affiches. Enfin, on a eu des problèmes d'affichage. Les gens, d'un seul coup, ont cru qu'on attaquait l'autorité sacro-sainte du Père Noël, alors que bon, on dit simplement qu'un personnage dans un film qui fait un métier très stable, puisqu'il est Père Noël une fois par an, est une ordure dans la vie. Par rapport à tout ce que vous nous balancez à la télévision comme horreur, avec les zooms sur les cadavres, sur les gens qui pleurent, tout ça, notre film, c'est vraiment de la gnognotte, hein. C'est pour faire rire. Le trait est tellement forcé, si vous voulez, que les gens voient bien que c'est une caricature, que c'est pour rigoler. C'est pour ça que quand la RATP interdit Le Père Noël est une ordure, de l'affichage dans le métro, ils sont complètement dans les choux, quoi. Ils n'ont rien compris. Le film, en tous les cas, a vraiment éclaté avec la vidéo et surtout avec les passages à la télévision. Ça reste leur meilleur. Moi, franchement, de tous, les bronzés 2, enfin les bronzés Fondusti, Le Père Noël est une ordure. C'est Le Père Noël est une ordure. Mais sans aucun doute. Considéré comme la dernière création officielle du Splendide, Le Père Noël est une ordure marquera surtout la fin d'une époque. Déjà amorcée par le retrait de Michel Blanc lors de l'écriture des Bronzés Fonduski, la séparation de la troupe se fera alors progressivement, chacun de ses membres se consacrant à des projets plus personnels. Je pense que cette troupe a la chance de se séparer à un bon moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le film de trop, il n'y a pas eu l'engueulade de trop. C'est une troupe qui a toujours respecté les envies individuelles de chacun. On a passé près de 10 ans ensemble à écrire tous les jours, à se voir tous les jours, à jouer tous les jours. En plus, il y en avait plein qui avaient envie d'avoir des carrières, qui en avaient marre d'écrire en groupe, qui voulaient écrire tout seul. Josiane, elle voulait écrire toute seule. Michel voulait écrire tout seul. Du coup, on a dit qu'on allait écrire Clavier, Junio et moi. Et on n'a rien écrit. Le vrai problème, c'est l'écriture. C'est que si on a arrêté de travailler ensemble, c'est qu'on avait marre d'écrire ensemble, parce que c'est très, très lourd de trouver des projets où les rôles sont à peu près équivalents, et ça, c'est très compliqué. Avant, on avait tous à peu près le même goût. C'est pour ça que ça marchait bien, pour les écritures, pour tout ça. Et puis, il y a eu un moment où chacun est parti petit à petit, est devenu lui-même. Et alors là, ça rend les écritures plus complexes. Ces films très personnels, en fait, de ce groupe n'ont été possibles que dans cette écriture collective. À partir du moment où il y a eu l'émancipation, cette écriture-là s'est arrêtée, donc les films en commun se sont arrêtés, puis chacun est parti vers sa carrière. En même temps, c'était très douloureux de se l'avouer parce qu'on savait qu'ensemble, on fonctionnait très très bien et qu'il y avait une profonde amitié, puisque on se voit toujours, on est toujours liés, il n'y a pas eu de clash définitif ou de rupture, malgré tout le temps qui est passé. Une amitié indéfectible, dont le dernier théâtre qu'il venait alors d'acheter deviendra le symbole. Un an avant sa séparation, la troupe s'est installée rue du Faubourg-Saint-Martin, en plein cœur du 10e arrondissement de Paris. Dirigée depuis par Bruno Moineau, cette troisième et ultime salle est aujourd'hui l'une des plus mythiques de la capitale.
Quand on jouait le Père Noël, on avait trop de monde rue des Lombards, donc on est parti jouer à la Gaîté Montparnasse pendant 1 an. Et pendant qu'on était à la Gaîté, on s'est dit on va chercher une salle plus grande. On a trouvé ici, on a réussi à revendre la rue des Lombards. Mais c'était dans un état, c'était... Comme la dernière vraie exploitation, c'était cinéma porno, c'était pas en très très bon état, quoi, voilà. Rénové et baptisé le Splendide Saint-Martin, c'est sur la scène de ce théâtre qu'une partie des membres de la troupe se réunira pour jouer Papy fait de la Résistance. Une pièce parodiant l'histoire d'une famille française confrontée à l'occupation allemande. Papy, c'était pas une pièce de la troupe, c'était une pièce qui avait été écrite par Clavier et Martin Lamotte, dans laquelle on a tous joué ici pendant pratiquement 2 ans. Super résistant. Jeune comédien issu lui aussi du café-théâtre, Martin Lamotte a toujours fait partie de l'entourage des membres du Splendide. Après des rôles secondaires à leur côté dans des films comme Les Bronzés et Le Père Noël est une ordure, c'est grâce à l'adaptation de Papy fait de la Résistance au cinéma qu'il connaîtra comme le reste de la troupe l'un de ses plus gros succès. C'est Christian Fechner qui est venu chercher Martin et Christian en leur disant « je veux faire un film avec la pièce ». Et donc c'est eux qui ont monté le film avec Fechner. Christian Fechner, c'était à l'époque, on l'appelait le producteur au doigt d'or. Hein. Tous les trucs qu'il produit à chaque fois, c'est du carton. Donc quand il produit Papy fait de la Résistance, je vais autant vous dire que là on est en 83, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, c'est la grosse machine. Au début de l'année 1983, Christian Clavier embarque avec lui une partie de la troupe du Splendide sur le tournage de Papy fait de la Résistance. Une super production de 5 millions d'euros qui, à l'époque de sa sortie en salle, inspira même le slogan suivant, le film qui a coûté plus cher que le débarquement. Parodiant ouvertement les films sur l'occupation allemande, cette grande fresque historique sera l'occasion d'une rencontre inattendue entre 2 générations d'acteurs. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant! Mais que se passe-t-il? Vraiment, je ne Pas la comprends peine de prendre vos grands airs. J'ai dit Ausweis! Tiens, pendant que vous y êtes, rajoutez-moi les tickets de pain. Vous les laissez tomber doucement par terre, allez, hop! Servez-vous, ils sont là sur la table. C'est la rencontre de, on va dire, la vieille garde et la jeune garde, quoi. Les nouveaux, quoi. Voilà, c'est un mélange des deux. Incarné par d'anciens membres du Splendide et des comédiens comme Dominique Lavanant, Jacques Villeray et Roland Giraud, la nouvelle génération donne la réplique à Michel Galabru et Jacqueline Maillan, 2 grandes vedettes des comédies de l'époque. D'un seul coup, c'est comme si, les aïeux de théâtre et de cinéma venaient rejoindre la jeune troupe et les adouber en quelque sorte. Alors on n'hospite plus les concierges, il est monté en grade, le Ramirez, hein? Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Mais il y a une légère erreur. Nous avons toujours reconnu vos grands mérites, Rami. Cette rencontre détonnante avec leurs illustres aînés, Gérard Jugnot ne manquera pas de l'évoquer quelques années plus tard avec son fils Arthur. C'était très bizarre pour lui puisqu'il giflait Jacqueline Maillan avec un bouquet de fleurs. Monsieur Ramirez, c'est fini! Il n'y a plus de Rami, il n'y a plus de Rami! Il m'avait dit que c'était un moment très compliqué. Il fait bonjour, Mme Maillan. Je crois que c'était quand même pour lui. Il l'a fait avec beaucoup de plaisir, il raconte ça après, mais c'est faux. Je pense qu'il l'a torturée d'une manière ignoble, avec un immense... Non, je plaisante, non, bien sûr, on prenait soin d'elle, c'est normal. Il avait les chocottes avant de faire la scène, et puis il s'excusait 15 fois. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Salma nous a lâchés au meilleur moment. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on voudrait bien savoir la fin. C'est ce que je veux dire, vieux crouton. Lâchez ma mère! T'as gagné, toi, la pute. C'est toi que je vais me faire un plaisir d'interroger. Tu pars tout de suite ou je te fais couler un bain. La rencontre avec Maillan, avec Carmé, avec Galabru, avec tous ces individus-là, a été formidable. Ils avaient un humour qu'on comprenait. Moi, j'adorais leur humour. Et eux comprenaient le nôtre. On faisait partie d'une même famille d'humour. Mais qu'est-ce qui se passe? On torture ici? Ta gueule, main sur la tête, le pédé, balance ton nom. Je pense. Général, je pense. Excusez-moi, général, je vous avais pris pour un autre. Mais qui êtes-vous? Adolfo Ramirez, Gestapo. Écoutez, mon général, j'ai du mal à comprendre. Vous connaissez pas? Il nous a dit qu'il agissait sur votre ordre. Tu as dit ça, crapaud? Mais mon général, il manque comme il respire. Mais je mens! Mais on est tous témoins ici! Mais absolument, nous l'avons tous entendu. Interprété finalement par Jacques Villeray, au départ, le rôle du maréchal allemand avait même été proposé à Louis de Funès. Mais au début de l'année 1983, l'acteur décède des suites d'un infarctus. Le film lui sera finalement dédié. Il venait de tourner avec Fechner un certain nombre de films, on l'avait rencontré, il avait accepté. Et puis malheureusement, les choses ont été différentes. Et ça aurait été
assez beau de voir De Funès jouer. Malheureusement, il est mort avant. À peine un an après le tournage du Père Noël est une ordure, l'équipe du film retrouve Jean-Marie Poiret à la réalisation. À l'exception de Marie-Anne Chazelle, alors enceinte de son premier enfant, tous les membres de la troupe du Splendide auront le droit à une apparition. C'était un clin d'œil, tout le monde était content de se retrouver. Junio, il l'avait joué sur scène. Non, c'était super. C'est un souvenir superbe, vraiment superbe. Au point de se demander le samedi et le dimanche, puisqu'on tournait dans la région parisienne, samedi et dimanche, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On voulait pas se quitter. Sortez de là, monsieur le terroriste! Je suis le seul responsable. Excusez-moi, Mamina. J'ai vraiment le pif pour tanicher les terroristes. Papy fait de la résistance, pour moi, c'est leur entrée dans une comédie plus classique. On peut le voir, en effet, comme un fils, un cousin, un petit cousin de la Grande Vadrouille. On se remoque, on est capable de rire depuis la Grande Vadrouille de la Seconde Guerre mondiale, et non seulement des Allemands, mais surtout de l'attitude des Français entre les collabos et les résistants. Vous tombez bien, squatte-moi. J'ai découvert qui était super résistant, regardez, c'est lui. Mais enfin, mais c'est ridicule. Je suis Michel Taupin, professeur de latin grec. Pas du tout, c'est lui, ça lui va au poil. J'ai un petit faible pour Papy que je trouve très drôle. Je trouve en plus mon père absolument odieusement magnifique dedans. C'est assez dangereux. C'est un des seuls acteurs à faire rire avec un nazi. Mais qui est cette nouvelle attraction? Adolfo Ramirez, Gestapo française. Halte là! C'est un rôle qui lui va admirablement. C'est ce personnage revanchard, c'est magnifique. C'est une remarquable composition de Gérard. Arrêtez-les, on va le fusiller avec les autres. Mais c'est ridicule. Mais vous n'êtes pas m'arrêter. Ça ne va pas commencer. Mais je suis un traître, mais demandez, je suis dans votre camp. J'ai dénoncé tout le monde, je suis à peine français. Ex-ministre, vous ne pouvez pas condamner sans étudier le dossier. Il faut un jugement dans les règles. D'accord. Parce que c'est fou, je pense. Arrêtez, je pense. On va le fusiller avec les Français. Moi, je trouve qu'ils se sont presque un peu assagis, que c'est plus un film enfantin, presque, mais qui garde cette patte et cette capacité à se moquer d'une période sombre de la France, période noire de la France, avec ce brin de méchanceté. Mais c'est pas étonnant que ce soit leur plus gros succès. Sorti au cinéma le 26 octobre 1983, avec un peu plus de 4 millions d'entrées, le film est un véritable carton. Célébrant en grande pompe l'arrêt définitif de l'aventure du Splendide, cet immense succès populaire officialisera par la même occasion les carrières individuelles de chacun, déjà amorcées pour certains dès le début des années 80. Ils ont commencé à se diversifier à partir du moment et à devenir vedettes, non pas en tant que groupe, mais en tant qu'individualité, quand les uns et les autres ont commencé à devenir réalisateurs et faire des films, comme Balasco, plus tard, un peu plus tard, Michel Blanc, ou Junio, bien sûr. On a la chance d'avoir dit nous, ensemble, pendant une quinzaine d'années. Après, on a eu aussi la chance d'arriver à dire je, chacun séparément, et de continuer à être un peu dans la machine. Tour à tour, auteurs, acteurs ou réalisateurs, au fil des années, tous les membres du Splendide feront preuve séparément de leurs multiples talents. Devenus des vedettes incontournables du grand écran, ils participeront tous, chacun de leur côté, au plus grand succès du box-office français de ces 20 dernières années. Oui, il est là. Oui. Ouais, très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Après le succès d'Un Indien dans la ville au début des années 90, en 1998, Thierry Lhermitte explose au cinéma avec Le Dîner de cons. Il serait pas un peu con, dis-moi. C'est pour ça que je l'ai invité. Dans le rôle de Pierre Brochant, un célèbre éditeur parisien, il fait face tant bien que mal à un Jacques Villeray au meilleur de sa forme, dans la peau d'un certain François Pignon. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Terminant deuxième du box-office français de l'année, avec plus de 9 millions de spectateurs, cette comédie culte demeure encore aujourd'hui pour Thierry Lhermitte le plus grand succès de sa carrière d'acteur solo. On a peur de la bête? Non, je trouve ça moche à regarder, c'est tout. Oui, mais je suis chez moi. Et chez moi, je me balade à poil. À la fois auteure, réalisatrice et actrice principale du film,
3 ans plus tôt, c'est Josiane Balasco qui explosait sur grand écran dans Gazon maudit, aux côtés de Victoria Abril et Alain Chabat. J'ai jamais pu saquer les Gwyn, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Pauvre couille. Là, tu vas vraiment l'avoir, mon pauvre, la gueule. Eh ben vas-y, je t'attends. Tiens. Mais ça va pas du tout, Pluton. Marie-Jo, ça va? Tant que j'attendais, oh putain, ça fait du bien, yes. Abordant avec humour le thème de l'homosexualité féminine, cette comédie de mœurs qui rassemblera à l'époque près de 4 millions de spectateurs vaudra même l'année suivante à la comédienne le César du meilleur scénario. Chacun dans leur carrière, ils ont montré qu'ils pouvaient faire plein d'autres choses. Tous nous ont apporté quelque chose de différent au cinéma, plein de multiples rôles. Junio a prouvé effectivement qu'il avait d'autres visages aussi, en faisant vraiment d'autres choses. En 2004, c'est avec son rôle de professeur initiant au chant les pensionnaires d'un internat pour mineurs que Gérard Jugnot connaîtra son plus gros succès populaire. Avec plus de 8 millions d'entrées, les choristes le propulsent à la première place du box-office français de l'année. Je trouve que Jugnot, avec Monsieur Batignolles, avec les choristes, finalement, celui qui représentait le français moyen dans les Bronzés a toujours représenté le français. Voilà. C'est assez étonnant et ça aurait pu être un handicap. Et je trouve qu'il a fait de ce handicap une force. Un handicap auquel Michel Blanc se retrouvera lui aussi confronté au début de sa carrière solo, enfermé dans les rôles d'éternel loser depuis son interprétation du personnage de Jean-Claude Duss dans la série des Bronzés. D'une certaine manière, j'en garde un souvenir reconnaissant. Et d'un autre côté, c'était le sparadrap du capitaine Haddock, comme on dit, parce qu'après, il a fallu que je résiste beaucoup pour qu'on me laisse accéder à d'autres rôles. Récompensé au milieu des années 80 par le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, c'est son rôle dans le film Tenue de soirée aux côtés de Gérard Depardieu qui permettra à Michel Blanc d'accéder par la suite à des rôles plus complexes. Après le succès de Grosse Fatigue, son deuxième film en tant que réalisateur, dans lequel il réunira même ses amis du Splendide le temps d'une scène, au début des années 2000, c'est son rôle d'agriculteur grincheux dans le film d'Isabelle Mergo, Je vous trouve très beau, qui lui vaudra là encore les éloges de la critique et un accueil chaleureux de la part du public. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Tu vas foutre le feu avec ces conneries. Plus joli comme ça. Plus joli? Non mais regarde-moi cette chambre. Michel Blanc a eu une carrière exemplaire. Devant la caméra, derrière la caméra, en dehors du cinéma. Et ça, c'est vraiment une histoire passionnante. Eh, dis donc, c'est Mardi Gras. Vous êtes déguisés comme au carnaval. Silence, la vilaine. Viens. Branche-la et va à ton chemin. Mais parmi tous les membres du Splendide, c'est Christian Clavier et Marianne Chazelle qui remportent haut la main la palme du plus grand nombre d'entrées au cinéma avec Les Visiteurs. Avec pas loin de 14 millions de spectateurs, en 1993, le rôle de Ginette et Jacouille la fripouille propulse le couple en tête du box-office. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Aujourd'hui, le film demeure toujours à la 5e place du classement des plus grands succès du cinéma français. Christian Clavier a eu énormément de succès ensuite avec des films. C'est même lui, du Splendide, qui a rassemblé le plus de spectateurs après. Clavier, le nombre de succès qu'a fait Clavier au cinéma, quoi. Le dernier en date, Les Profs. Voilà, c'est quand même... le personnage de Clavier est un personnage qui touche les gens. Chez eux, la grande force, c'est que finalement, tous ont réussi. Et donc, comme chacun a réussi dans son domaine, il n'y a pas de jalousie. Et ça explique, pour moi, cette fidélité familiale et ce plaisir qu'ils ont eu à se retrouver pour les Bronzés 3. Les Bronzés 3, les retrouvailles inespérées des comédiens de la troupe du Splendide 27 ans après les Bronzés font du ski. Après leur péripétie à la montagne, les personnages se retrouvent cette fois-ci en bord de mer dans le palace tenu par Popeye, le personnage interprété par Thierry Lhermitte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que certains d'entre eux ont légèrement changé. Je nage dans le bonheur. En tout cas, tu nages pas dans ton t-shirt. Comme le disait la bande-annonce du film, les mêmes en pire. Pour que ça soit intéressant,
faut montrer une transformation et dans quel sens. Alors voilà, on a tous cherché dans quel sens ils ont évolué. Là, vous me reconnaissez quand même? Bien sûr qu'on te reconnaît. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? C'est qui Jean-Claude Duss. Voilà, moi je me suis dit, un chauve qui n'arrive pas à draguer et qui devient un coiffeur et qui vit avec la fille, l'ex de... Bon. Et moi j'ai adoré l'idée qu'elle se retrouve avec Jean-Claude Duss, qui lui-même aussi a changé totalement, est devenu quelqu'un d'autre. Il a conclu et on sentait qu'il avait quand même beaucoup plus conclu aux États-Unis qu'en France. Comme il dit, c'est la France qui lui porte malheur. J'ai développé un concept, j'ai appelé ça Jessie la mèche en souvenir de mes cheveux. C'est fou, hein, parce que là-bas je réussis tout, ici j'avais merde sur merde. On a réfléchi à comment on est au débris physique que nous étions devenus, donc il fallait bien qu'on change. Je plaisante, mais voilà, on a pensé à les faire évoluer, mais avec le même esprit entre eux. Voilà, c'est ça qui était plaisant. Bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi s'arrête cette merde? Ah non, je veux pas passer la nuit là. On va pas me refaire le coup. Putain d'Europe, hein. Pendant plusieurs jours, les membres du Splendide se retrouvent comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Des retrouvailles placées sous le signe de la rigolade qui donneront lieu à des scènes de tournage d'anthologie, comme celle du dîner dans lequel ils se retrouvent tous ensemble. Signor Morin, votre fils est à la réception. Déjà? Mais je croyais qu'il arrivait que demain. Pourquoi il n'a pas prévenu? C'est une bonne surprise. S'il vous plaît, mettez-moi une double vodka. Bon. C'est pour fêter ça. C'est non, mon fils, mon vrai fils m'annonce qu'il est homosexuel. C'est une scène où on a pleuré de rire. Ça vous dérange pas qu'il déjeune avec nous? Non. Pas du tout. Junio a dit une connerie qui m'a échappé, qui a fait rire Clavier, et ça a été comme une espèce de cercle concentrique, comme une espèce de tsunami de fou rire, qui a gagné tous les figurants, toute l'équipe. Et ça a été une demi-heure d'arrêt de tournage parce que vous avez 120 personnes qui rient comme c'est pas permis. C'est parti dans un truc où ils sont tous mis à vanner papa et c'était très drôle. Ça m'arrive de temps en temps. C'est lunaire. Là, je crois que j'ai eu le plus grand fou rire de ma vie. Je crois que j'ai failli mourir là, parce que on était tous hystériques. Je me dis on va le perdre parce que c'était lui qui était à l'origine de ça. Moi, j'avais une barre là sur le plexus, j'arrivais plus à respirer. C'était douloureux et joyeux. Et j'en garde moi un souvenir où j'avais les chocottes très forts et après, heureusement qu'on avait le temps de le faire, quoi. Papa, j'ai essayé plusieurs fois de te faire comprendre, mais t'as jamais voulu m'entendre. Donc je profite de cette réunion presque familiale pour t'annoncer que la personne avec laquelle je vais vivre et que j'aime depuis plus de 2 ans, c'est Guy. Et que nous avons décidé de nous paxer. Vraiment, ça a été compliqué de tourner tellement ils riaient entre eux. Et c'est vraiment parti dans du gros fou rire parce que ils se retrouvent pas souvent dans la vie. C'est un peu le drame ou la qualité de notre groupe, c'est quand on se retrouve, d'un seul coup on remet le charbon dans la chaudière et ça devient hystérique de conneries, quoi. C'est-à-dire que on est comme quand on avait 15 ans et qu'on chahutait les profs. Je vais te foutre un coup sous le cul, là! Espèce de sale pervers! Franchement, ce que je t'ai filé, la combinaison du craft! Ça va bien, mais lâchez-moi! Écoutez-moi bien tous les deux! Je vais vous dire une bonne chose! Moi vivant! Ah merde, il a fait une syncope. J'étais sûr qu'il réagirait comme un con. Le retour des bronzés, un événement que le public ne manquera pas de célébrer comme il se doit. Sorti en salle au début de l'année 2006, avec plus de 10 millions de spectateurs, le film explose tous les records du box-office français de l'année. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des réserves sur le film. Moi, je trouve que le film a plein de qualités. Bon, je pense qu'il faudrait voir ça dans 20 ans, hein, parce qu'on peut pas être à la hauteur du fantasme. Les gens attendaient tellement, ils avaient tous écrit leur film. L'attente était gigantesque du public. Bon, la critique a été à peu près comme d'hab, c'est-à-dire que le premier bronzé, c'était ni fait ni à faire, et le troisième bronzé, c'est où est le temps du premier bronzé. Si vous voulez, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours un petit moment de retard, mais bon, ça, c'est pas grave, parce qu'on n'a jamais attendu ni compté là-dessus. Je pense que les gens, plus ils le verront, plus ils découvriront des trucs derrière et une certaine folie. C'est un film assez libre, alors qu'il n'y a plus décontenancé, mais moi que j'aime bien.
Retournés depuis à leur carrière respective, les membres de la troupe la plus célèbre de France n'en ont pas perdu l'envie de tourner ensemble pour autant. Se partageant à l'occasion la vedette sur les films des uns et des autres ou sur des projets communs, certains n'excluent pas non plus l'idée de se réunir à l'avenir sur une nouvelle création du Splendide. Je crois que ça vaut le coup d'en faire un autre encore, parce qu'il y a quelque chose encore à dire. Je suis sûr qu'on peut se retrouver tous sur un film demain qui ne sera pas un bronzé, mais dans lequel on aura tous envie, parce qu'il y a un tel plaisir de jeu entre nous que c'est extraordinaire de se retrouver à tourner ensemble. Moi, je serais tout à fait disposée à retravailler ensemble et je pense que ça se passerait encore de mieux en mieux parce que comme on prend tous de la bouteille et que la vie passe, je crois qu'on est plus sensibilisés maintenant à la rareté et au prix de ce qu'on a eu la chance de vivre. Pour refaire un film ensemble, on n'a ni obligation ni interdiction. Et moi, j'espère qu'on en refera un ensemble. Donc, pas une suite nécessairement, mais un autre film, j'espère. Ouais. Une bonne nouvelle pour tous les fans du Splendide. En espérant juste que cette fois-ci, Gérard Jugnot et sa bande ne mettront pas autant de temps à faire leur retour. Car derrière eux, c'est tout le public français qui se prête à rêver de les voir à nouveau ensemble, la tête pleine de souvenirs liés à jamais à leur film. Joyeux Noël, fait Mais Josette, une corde à coup, tu aurais pu lui faire mal. Eh ben, tant pire. La troupe du Splendide, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, que les parents font découvrir à leurs enfants, et que les parents ont toujours le même plaisir à revoir. Donc, c'est pour ça qu'ils sont toujours présents. C'est tout un tas d'images qui restent dans nos têtes. Et les répliques, les jeunes les connaissent par cœur. Moi, je les oublie pour la plupart. Mais je vois ma fille et ses amis fonctionnent absolument avec toutes les répliques du Splendide. Une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Le lien entre le public et la troupe du Splendide, il est simple. C'est un lien créé par la télé aussi. Dans l'année, il faut compter le nombre de rediffusions et des bronzés. Les bronzés font du ski, le Père Noël est une ordure, en pièces, en film. On a l'impression qu'ils sont tout le temps là. C'est comme le lien que le public entretient avec De Funès, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça se transmet de père en fils. Ça survivra comme les films de Chaplin, comme tous ces films, comme tous ces trucs-là, quoi. C'est immortel, c'est immortel. J'ai été obligé de passer la nuit avec cette femme charmante au sanitaire. Je précise que je peux être charmante ailleurs qu'au sanitaire. Ils ont imposé leur humour, ils ont imposé leur spectacle, leur film, et donc ils ont réussi à créer quelque chose avec le public grâce à ça. J'ai une grande fierté de tout ce qu'on a fait ensemble et le bonheur de savoir que c'est pas mort, quoi, parce que les films continuent à exister, à être diffusés. Et ça, c'est une grande fierté qu'on a par rapport à tous les films de l'époque qui avaient eu beaucoup plus de succès que les nôtres, qui sont un petit peu oubliés. Ça va aller tout seul, la tête. Oui. Ah mais t'es folle, j'ai rien dit. Mais tu m'as dit de taper. Nous sommes toujours amis. La vie nous a éloignés, mais ne nous a pas séparés. C'est ça le rêve pour les gens. Il n'y a pas longtemps, j'ai joué avec Christian à Londres. Donc on s'est retrouvés tous les deux à discutailler. Et je me disais, mais c'est dingue, on s'est rencontrés à 16 ans. On se raccompagnait l'un l'autre chez soi en sortant du lycée. On se retrouvait pareil dans les rues de Londres 40 ans plus tard. C'était marrant, quoi, voilà. Ni la réussite, ni les échecs, ni l'argent, ni la vie ne nous a séparés. Ça débouche la chiotte, ça. C'est pas une boisson pour mauviette. Grâce à ce groupe, on a réussi à passer plein d'épreuves qu'on n'aurait pas passé seul. On est restés très soudés, très proches, un peu une forme de famille, quoi. On est un peu comme des frères et sœurs, quoi, voilà. Ah, je pense qu'ils ont un peu la même sensation que moi, qui reste un truc très fort. Mais comme tout le monde intuitivement, on s'en parle pas, on se dit pas c'est vachement bien, mais on sait bien qu'on le pense tous. Le Splendide, c'est pour les gens, c'est des films, c'est des pièces. Pour nous, c'est une aventure humaine et amicale. C'est dans un petit coin de notre tête qu'ils sont là. Moi, je sais dans un coin de mon cœur qu'ils sont là. À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié.